Elle est entrée dans la pièce et dit au PDG arrogant « Je suis la nouvelle propriétaire de l'entreprise. Aujourd'hui, cette histoire ne parle pas de pouvoir. Elle parle de ce qui se passe lorsqu'une femme simple entre dans une entreprise, fait face à un PDG arrogant et découvre que ce moment a été planifié par un homme qui, même en son absence, allait changer le destin de 3 personnes pour toujours. 8h47 du matin, 32e étage du bâtiment le plus impressionnant de Manhattan, siège du groupe Harrington. La salle de conférence semblait conçue pour intimider tout être humain ordinaire. Une table en acajou poli qui reflétait les visages tendus des cadres, des chaises en cuir italien alignées avec une précision parfaite, des fenêtres du sol au plafond, affichant la ville comme pour dire « Tout cela est à nous ». Et au centre de cette scène d'entreprise, occupant le bout de la table comme s'il y était né, se trouvait Michael Harrington, 37 ans, les cheveux impeccablement gominés en arrière, un costume bleu marine taillé à la perfection, une montre suisse au poignet gauche et un sourire qui disait clairement « Je sais que je suis meilleur que vous ». « Mesdames et messieurs », commença Michael, posant ses mains sur la table comme un général sur le point de commander une bataille. Les chiffres du trimestre dernier étaient exceptionnels. Et quand je dis exceptionnels, je veux dire que nous avons dépassé toutes les attentes. À nouveau, les cadres hochèrent la tête à l'unisson comme s'ils étaient des marionnettes, programmées pour être d'accord. L'un d'eux, un monsieur aux cheveux gris nommé Henderson, laissa même échapper un petit rire d'approbation qui semblait étrangement répété. « Brillant, Monsieur Harrington, » dit Henderson. « Absolument brillant. » Michael sourit. C'était le genre de sourire qu'il pratiquait dans le miroir chaque matin juste après avoir vérifié s'il était toujours aussi beau que la veille. « Merci, Henderson, mais vous n'avez pas besoin de me flatter. » Il fit une pause dramatique. Du moins, pas devant tout le monde. Des rires contenus se propagèrent dans la pièce. C'était la blague du patron. Tout le monde savait qu'il fallait rire. Assis à la gauche de Michael, dans une position stratégiquement moins importante, se trouvait Daniel Harrington. 33 ans, directeur juridique. Le jeune frère dont personne ne se souvenait de l'existence lors des réunions importantes. Daniel observait la scène avec une expression qui mêlait ennui et résignation. Il avait vu ce spectacle d'ego tellement de fois qu'il pouvait en réciter les répliques de mémoire, le même discours, les mêmes blagues, les mêmes applaudissements synchronisés. Ce trimestre, continua Michael, gesticulant maintenant comme s'il dirigeait un orchestre. Nous allons étendre nos opérations sur la côte ouest. Et quand je dis étendre, je veux dire dominer. Plus de hochements de tête, plus de sourires forcés. Henderson notait tout sur sa tablette, comme s'il enregistrait les paroles d'un prophète. C'est alors que la porte de la salle de conférence s'ouvrit. Pas avec force, pas de manière dramatique. Elle s'ouvrit simplement comme si la personne de l'autre côté avait tous les droits d'entrer. Et elle entra. Une femme de 28 ans, les cheveux bruns tirés en une simple queue de cheval, une blouse blanche sans marque visible, un jean sombre, des chaussures à talons bas, simple et pratique. Entre ses mains, juste un dossier en cuir marron, ordinaire et sans aucune prétention. Le silence qui s'installa fut presque physique. Les cadres la regardaient comme si un extraterrestre venait d'atterrir au beau milieu de la réunion. « Puis-je vous aider ?» demanda Michael avec un ton qui montrait clairement que l'aider était la dernière chose qu'il avait l'intention de faire. La femme ne répondit pas immédiatement. Elle marcha vers le côté opposé de la table, ses pas résonnant sur le sol en marbre, comme si chacun d'eux était une déclaration d'intention. « Excusez-moi » s'écria la secrétaire de Michael, une femme blonde qui apparut à la porte complètement essoufflée. « Monsieur Harrington, j'ai essayé de l'arrêter, mais elle est simplement passée outre. »« Tout va bien. » « Martha, » l'interrompit Michael sans quitter l'intruse des yeux. « De toute évidence, nous avons une visiteuse qui ne comprend pas tout à fait comment les choses fonctionnent ici. » La femme s'arrêta enfin. Elle regarda autour de la pièce, observant chaque visage, chaque expression de mépris, chaque regard de supériorité. Et puis, à la surprise de tous, elle sourit. « Bonjour », dit-elle d'une voix calme et assurée. « Je m'appelle Claire Whitman. » Michael pencha légèrement la tête sur le côté, comme un chat observant une souris particulièrement intéressante. « Claire Whitman », répéta-t-il, savourant le nom comme s'il s'agissait de quelque chose d'exotique.
Et que fait exactement mademoiselle Whitman dans ma salle de conférence? Interrompant ma présentation dans mon entreprise, il insista sur chaque pronom possessif, avec un plaisir presque visible. Claire ne fut pas ébranlée. En fait, son sourire s'élargit un peu. « Je suis la nouvelle propriétaire de cette entreprise. » Le silence dura exactement 2 secondes, puis vinrent les rires. Henderson fut le premier, un rire fort qu'il essaya de déguiser en tout. Puis vint Thompson, le directeur financier, avec un petit rire étouffé. Bientôt, toute la pièce fut remplie de sourires contenus, de regards échangés, et de cette atmosphère particulière qui surgit lorsque des personnes puissantes décident de se moquer de quelqu'un qu'elles considèrent comme insignifiant. Michael applaudit lentement. 1, 2, 3 fois. « Brillant », dit-il sincèrement amusé. « Est-ce une sorte de blague? Une émission de caméra cachée ?» Il regarda autour de lui, faisant semblant de chercher des caméras. Parce que si c'est le cas, je dois dire que la production est très bonne. Cette actrice est convaincante. Je ne suis pas une actrice, répondit Claire, toujours calme. Et ce n'est pas une blague. Oh, bien sûr que non, Michael croisa les bras. Laissez-moi deviner. Vous êtes une nouvelle employée qui s'est perdue. Une stagiaire, peut-être. Le département des ressources humaines est 3 étages plus bas. Très cher et la cafétéria est au 2e. Plus de rire. Henderson se tordait pratiquement de joie. Claire fit un pas en avant. « Monsieur Harrington, si vous pouviez juste examiner ces documents. »« Assez !» Michael la coupa, levant la main comme pour chasser un insecte. L'amusement disparut de son visage, remplacé par une froideur calculée. Cela a dépassé les limites du divertissement. Il appuya sur un bouton du panneau intégré à la table. « Sécurité. J'ai besoin de 2 hommes dans la salle de conférence principale maintenant. » Claire cligna des yeux mais ne recula pas. « Monsieur Harrington, je pense vraiment que vous devriez voir. »« Ce que je pense, » l'interrompit à nouveau Michael, se levant de sa chaise, avec l'autorité de quelqu'un dont les ordres n'avaient jamais été remis en question, c'est que vous avez exactement 30 secondes pour quitter cette pièce avant d'être escorté hors du bâtiment. Et selon mon humeur, je pourrais même envisager de ne pas porter plainte pour intrusion sur une propriété privée. Les cadres observaient la scène avec un mélange de fascination et d'inconfort. Henderson avait déjà son téléphone à la main, probablement prêt à filmer l'humiliation. C'est à ce moment-là que Daniel se leva. « Michael, » dit-il d'une voix calme mais ferme, « Athens. » Tous les regards se tournèrent vers le jeune frère, y compris celui de Michael, qui semblait sincèrement surpris. Daniel parlait rarement lors des réunions et ne le contredisait jamais en public. « Qu'y a-t-il, Daniel ?» demanda Michael avec un ton qui mêlait irritation et curiosité. Daniel regarda Claire. Il y avait quelque chose chez elle qu'il n'arrivait pas à définir. Une familiarité, un sentiment qu'il avait déjà vu ce visage auparavant, cette posture, ce calme inébranlable. « Laisse-la montrer les documents, » dit Daniel. « Quel est le problème? Si c'est une fraude, notre département juridique peut résoudre ça en 5 minutes. Si c'est une blague, on rit et on passe à autre chose. Mais si c'est vrai, » il laissa la phrase en suspens. Michael laissa échapper un rire sec. « Si c'est vrai, Daniel, tu écoutes ce que tu dis? Une femme apparaît de nulle part, entre dans notre réunion sans y être invitée, et tu veux que je prenne cela au sérieux? Je veux que tu agisses en professionnel, répondit Daniel, soutenant le regard de son frère. Appeler la sécurité sans au moins vérifier les documents pourrait être précipité. Le mot flottait dans l'air comme un défi silencieux. Michael plissa les yeux. Il n'aimait pas être contredit, encore moins par son jeune frère devant tout le conseil d'administration. Mais Daniel avait raison, et au fond de lui, Michael le savait. « Annuler la sécurité », dit-il à Martha qui se tenait toujours à la porte. Pour le moment. La secrétaire hocha la tête et partit rapidement, soulagée d'échapper à cette tension. Michael se tourna vers Claire, les bras croisés. « Très bien, mademoiselle Whitman. Mon frère ici présent semble croire que vos papiers méritent de l'attention. Alors voyons ce que vous avez. » Claire regarda brièvement Daniel. Quelque chose passa entre eux, une reconnaissance silencieuse, un remerciement non dit. Elle ouvrit le dossier et fit glisser les documents sur la table en acajou. Michael ramassa les papiers du bout des doigts, comme s'il pouvait le contaminer. « Finissons-en avec ça, » marmonna-t-il. « Je parie que c'est une sorte de... » Sa voix s'éteignit. Les yeux de Michael scannèrent la première page,
puis la deuxième, puis revinrent à la première, comme s'il avait besoin de confirmer ce qu'il venait de lire. Le sourire arrogant disparut. La couleur de son visage changea subtilement. Henderson, remarquant le changement, cessa de rire. « Monsieur Harrington ?» demanda-t-il hésitant. « Est-ce que tout va bien ?» Michael ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur une ligne spécifique du document. Une signature. Une signature qu'il connaissait très bien car il avait passé toute sa vie à essayer d'être à la hauteur de celle-ci. La signature du fondateur du groupe Harrington. La signature de son propre père. Daniel se pencha en avant en essayant de voir ce qui avait provoqué cette réaction chez son frère. Michael l'inébranlable. Michael l'arrogant. Michael qui ne montrait jamais de faiblesse. Maintenant, on aurait dit que quelqu'un venait de lui retirer le tapis sous les pieds. « C'est Ossato » commença Michael, sa voix vacillant pour la première fois depuis des années. « Ce n'est pas possible. » Claire resta silencieuse. Il n'y avait pas besoin de mots. Les documents parlaient d'eux-mêmes. Le silence dans la pièce était si dense qu'il semblait avoir son propre poids. Les cadres se regardaient, confus, ne comprenant pas ce qui se passait. Henderson étira le cou en essayant de lire les papiers, mais Michael les tenait fermement. Comme s'il était la seule chose qui le maintenait ancré à la réalité. Daniel réussit finalement à voir une partie du contenu, et ce qu'il vit fit battre son cœur plus vite. Un testament, des clauses spécifiques et le nom de Claire Whitman, mis en évidence en lettres claires et indéniables. Michael déglutit difficilement. Cela doit être vérifié. Cela doit être authentifié. Ça l'a déjà été. L'interrompit doucement Claire. 3 fois par des cabinets différents. Ils sont tous arrivés à la même conclusion. Michael leva les yeux des papiers et regarda Claire pour la première fois. Pas avec arrogance, pas avec mépris, mais avec quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix étant presque un murmure. Claire soutint son regard sans vaciller. « Je vous l'ai déjà dit. Je m'appelle Claire Whitman, et à partir d'aujourd'hui, cette entreprise m'appartient. » Daniel observait la scène en silence, mais son esprit était ailleurs. Sa voix, ses manières, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Et puis, comme un éclair de mémoire traversant toute une décennie, il le sentit, un souvenir lointain, une nuit qu'il croyait avoir oubliée pour toujours. Était-ce possible? Et à ce moment-là, alors que le silence engloutissait la salle de conférence du 32e étage, quelque chose de bien plus, grand qu'un simple transfert de propriété, commença à se dérouler. Une histoire qui avait commencé 10 ans plus tôt. Une histoire qui ne faisait que recommencer. 10 ans auparavant, sur le campus de l'université de Boston, une fille de 18 ans portait 3 énormes livres, un sac à dos lourd, et le plus grand sourire que ce dortoir ait jamais vu. Elle s'appelait Claire Whitman, et c'était officiellement le meilleur jour de sa vie. « Maman, je l'ai faite !» cria Claire dans le téléphone, en équilibrant les livres avec son menton tout en essayant d'ouvrir la porte de la chambre. « Bourse complète. Il paye tout. Tout, maman. » À l'autre bout du fil, sa mère pleurait tellement que Claire pouvait à peine comprendre les mots. « Mon bébé, ma fille à l'université. Maman, ça va? » Je suis ému. La voix de sa mère se brisa. « Ton père est là, il pleure aussi, mais il fait semblant que c'est des allergies. »« Je ne pleure pas. » La voix de son père résonna en arrière-plan. « C'est le pollen. »« C'est septembre, chérie. » Sa mère répondit. « Le pollen d'automne. » Claire rit, sentant ses yeux piqués. Sa famille n'avait pas beaucoup de moyens. La maison était petite, la voiture était vieille et les vacances signifiaient généralement un barbecue dans le jardin. Mais de l'amour, ils en avaient à revendre. « Je vais vous rendre fier de moi, » dit Claire, la voix nouée. « Je le promets. »« Ma fille, » son père prit le téléphone, « nous sommes déjà fiers depuis le jour de ta naissance. Maintenant, vas-y et montre à ces riches comment on fait. » Claire raccrocha le téléphone et regarda autour du dortoir. La chambre était minuscule. 2 lits, 2 placards, une fenêtre donnant sur le parking. Sa colocataire n'était pas encore arrivée. Parfait. Elle avait exactement 45 minutes pour se préparer. Trouver le bâtiment de l'administration et ne pas se perdre. Simple, n'est-ce pas? 40 minutes plus tard, Claire était complètement perdue. « Excusez-moi. » Elle arrêta un garçon qui passait par là. « Savez-vous où se trouve le bâtiment de l'administration ?» Le garçon la regarda comme si elle avait demandé où était la lune. « Administration comme le cours. »« Oui, le bâtiment où ont lieu les cours. »
Oh, il se gratta la tête. Je suis en philosophie. Nous ne savons où rien ne se trouve. Ça fait partie du cours. Claire cligna des yeux. Était-ce une blague? Honnêtement, je ne sais même plus. Elle continua de marcher. Le campus était immense. Des bâtiments en briques rouges, des arbres centenaires, des étudiants marchant dans toutes les directions, avec du café dans d'énormes gobelets et des ordinateurs portables sous le bras. Tout le monde semblait savoir exactement où ils allaient, sauf Claire. « Excusez-moi. » Elle essaya de nouveau, cette fois avec une fille blonde, portant un sac qui coûtait probablement l'équivalent du loyer de la maison. De ses parents pendant 3 mois. Savez-vous où? Je ne parle pas aux premières années. La fille la coupa sans même la regarder. Claire resta plantée là, la bouche ouverte. Comment sais-tu que je suis en première année? La fille regarda finalement. Elle analysa Claire de la tête aux pieds. Les baskets simples, le jean basique, le sac à dos fonctionnel. « Ma chérie », dit-elle avec un sourire qui était tout sauf amical. « C'est écrit sur ton front. » Et elle s'éloigna. Claire prit une grande inspiration, compta jusqu'à 10, puis jusqu'à 20. « Très bien », murmura-t-elle pour elle-même. « Des gens sympathiques. J'adore les gens sympathiques. » Elle trouva finalement le bâtiment de l'administration, en retard, en sueur et légèrement traumatisée. Mais elle l'avait trouvé. La salle de classe était un immense amphithéâtre. Au moins une centaine d'étudiants étaient déjà assis, ayant tous l'air beaucoup plus préparés qu'elle ne se sentait. Claire trouva une place au fond, en essayant de paraître invisible. « Première cours ?» demanda une voix à côté d'elle. Claire se tourna, une fille rousse avec un sourire sincère. « Est-ce que si évident? Tu tiens ton cahier à l'envers. » Claire regarda. Le cahier était en effet à l'envers. « Oh, ça explique pourquoi la spirale me piquait. » La fille rit. « Je suis Mélissa, également en première année. Également terrifiée. Pouvons-nous être terrifiés ensemble? » Claire sourit pour la première fois depuis qu'elle avait quitté le dortoir. « Claire, et oui, s'il te plaît. » Les premières semaines furent un tourbillon. Claire découvrit rapidement que l'université était un monde divisé. D'un côté, des étudiants qui avaient tout, de nouvelles voitures, des appartements en dehors du campus, des vêtements de marque, des fêtes chaque semaine. De l'autre, des étudiants boursiers comme elle qui équilibraient leurs études avec des emplois à temps partiel et comptaient chaque centime. Elle trouva un emploi à la cafétéria du campus 4 heures par jour, du lundi au vendredi, servant du café et des sandwichs, aux mêmes camarades de classe qui l'ignoraient en cours. Un cappuccino au lait d'amande, avec supplément de mousse, de la cannelle sur le dessus, mais pas trop de cannelle, juste une touche. Et si vous pouviez le faire en forme de cœur, ce serait parfait, commanda un garçon que Claire reconnut de son cours de statistique. Elle le regarda. « Vous voulez un café ou une œuvre d'art ?» Le garçon cligna des yeux, confus. « C'est juste que dans mon café préféré à Manhattan, ils le font comme ça. Ici, c'est Boston. Et je gagne 8 $ de l'heure. Vous allez avoir un cercle et vous allez aimer ça. » Mélissa, qui faisait la queue derrière lui, faillit s'étouffer tellement elle riait fort. Le garçon prit son café en forme de cercle et partit en marmonnant quelque chose à propos du service client. « Tu vas te faire virer, » dit Mélissa, riant toujours. « Probablement, » admit Claire, mais ça en valait la peine. Elle ne fut pas virée. En fait, la gérante de la cafétéria, une dame nommée Madame Mary, adora l'histoire quand elle l'entendit. « Ces garçons ont besoin de quelqu'un pour les remettre à leur place, » dit Madame Mary en tapotant l'épaule de Claire. « Continue comme ça. » Claire continua. En classe, elle se démarquait. Non pas pour être la plus intelligente, mais pour être la plus dévouée. Alors que d'autres étudiants séchèrent les cours pour se remettre des fêtes, Claire était au premier rang. Cahier ouvert, stylo à la main. Le professeur d'introduction aux affaires. Un gentleman aux cheveux blancs nommé Dr. Morrison le remarqua. « Mademoiselle Whitman, dit-il après un cours, particulièrement complexe sur l'analyse de marché. Votre réponse était la plus élaborée de la classe. » Claire sentit son visage chauffer. « Merci, professeur. Vous travaillez, n'est-ce pas? Je vous ai vu à la cafétéria. »« Oui, monsieur. À temps partiel. » Dr. Morrison hocha la tête avec un respect sincère dans les yeux. « Continuez comme ça. Le monde a besoin de plus de personnes qui connaissent la valeur du travail acharné. » Claire quitta ce cours en flottant. Mais tout n'était pas facile. Il y avait des nuits où elle veillait tard pour essayer de finir ses devoirs tout en écoutant.
les fêtes qui se déroulaient. Dans les dortoirs voisins, il y avait des moments où elle voyait des groupes d'amis aller au centre commercial, au cinéma, au restaurant, pendant qu'elle comptait les pièces pour acheter un paquet de nouilles instantanées. Il y avait des jours où la solitude pesait lourd. « Ça va ?» demanda Mélissa un soir, trouvant Claire assise sur le banc devant le dortoir, le regard vide. « Oui », répondit automatiquement Claire. « Mensonge ?» Claire soupira. « C'est juste que parfois je me demande si j'ai ma place dans cet endroit. Tu sais, tout le monde semble tellement à sa place et je me sens comme une pièce de puzzle qu'on a mise dans la mauvaise boîte. » Mélissa s'assit à côté d'elle. « Tu veux savoir quelque chose ? Je ressens ça aussi. Mes parents ont contracté un prêt énorme pour m'envoyer ici. Chaque fois que j'ai une mauvaise note, je pense à leur sacrifice et j'ai envie de disparaître. » Claire regarda son amie. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça ? » « Parce que tu as l'air si forte tout le temps. Je ne voulais pas paraître faible. » « Mélissa, dit Claire avec un demi-sourire, je fais très bien semblant. C'est un talent. » Les deux éclatèrent de rire. C'était le genre de rire qui vient du soulagement de découvrir qu'on n'est pas seul. « Tu sais ce dont on a besoin, » dit soudain Mélissa. « D'une augmentation. En plus de ça, nous devons sortir, faire quelque chose de drôle. Il y a une énorme fête ce week-end. Tout le monde y va. » Claire plissa le nez. « Les fêtes ne sont pas vraiment mon truc. Pourquoi ? Tu ne sais pas danser ? Je sais danser. Le problème, c'est que ma danse ressemble à une poule qui fait une crise. » Mélissa éclata de rire. « Parfait. La mienne ressemble à un robot défectueux. Soyons des désastres ensemble. » Claire réfléchit un instant. Elle avait passé des semaines à étudier, à travailler, à survivre. Peut-être qu'une nuit de plaisir n'était pas une si mauvaise idée. « Très bien, céda-t-elle. »« Une fête, juste une !» Mélissa célébra. « Tu ne le regretteras pas. » Claire ne pouvait pas savoir à ce moment-là que cette fête allait changer absolument tout. De l'autre côté du campus, à exactement 800 mètres de l'endroit où Claire et Mélissa planifiaient leur nuit de plaisir, un jeune homme de 23 ans fixait le miroir de la salle de bain comme s'il était sur le point d'affronter un tribunal. Il s'appelait Daniel Harrington et il détestait les fêtes. « Tu es là-dedans depuis 20 minutes, » dit la voix de son colocataire de l'autre côté de la porte. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Tu prends racine. » Daniel soupira. « Je me prépare mentalement. Pour une fête, tu bois juste, tu danses et tu fais des choix douteux. Pas besoin de préparation mentale. Tu ne connais pas les fêtes de la fraternité Kappa, » répondit Daniel. « Leur préparation mentale est une question de survie. » Il regarda son propre reflet, des cheveux bruns, légèrement en désordre, des cernes qui trahissaient des semaines de nuit blanches. Et dans ses yeux, cette fatigue spécifique de quelqu'un dans son dernier semestre d'école de droit qui avait déjà lu plus de pages de législation que n'importe quel être humain ne devrait en lire en toute une vie. Dernier semestre, les deux mots qui devraient signifier soulagement, mais qui pesaient comme une condamnation. Daniel Harrington était le plus jeune fils de la famille Harrington, ce qui en théorie devrait signifier la liberté. En pratique, cela signifiait être constamment comparé à son frère aîné, Michael Harrington, le prodige, le fils aîné parfait. Le gars qui avait obtenu son diplôme en commerce avec mention travaillait déjà dans l'entreprise familiale et dormait probablement en serrant dans ses bras un trophée de l'employé du mois qu'il avait lui-même inventé. Ton frère avait déjà conclu 3 contrats internationaux à ton âge, disait son père lors des dîners de famille. Ton frère n'a jamais eu moins qu'un A, ajoutait sa mère. Comme si Daniel avait besoin de plus de raisons de vouloir se cacher sous la table. Le téléphone de Daniel vibra. Il regarda l'écran et sentit son estomac se nouer. Un message de son père. « J'ai entendu dire que la fête de la fraternité Kappa est aujourd'hui. C'est ton dernier semestre, fils. Profites-en pour t'amuser. Et le fils du sénateur Williams y sera. Excellente opportunité de nouer des contacts avant l'obtention de ton diplôme. » Daniel fixa le message pendant un long moment. Même s'amuser venait avec des instructions. « Amuse-toi. » Suivi de nous des contacts. Classique. Son père était incapable de suggérer quoi que ce soit sans en faire une tâche. « Tu sors ou je vais devoir défoncer cette porte ?» demanda à nouveau le colocataire. « J'arrive, Marcus. » Daniel ouvrit la porte. Marcus, un étudiant en ingénierie avec un talent naturel pour ne jamais rien prendre au sérieux, était adossé au mur avec une expression amusée.
Wow, dit Marcus en analysant Daniel. Tu ressembles à quelqu'un qui va à des funérailles. Pas à une fête. C'est peut-être les funérailles de ma santé. Mentale. Dramatique. J'aime ça. Mon père a envoyé un message pour me dire de m'amuser. Pendant mon dernier semestre, expliqua Daniel, en rangeant son téléphone. Traduction. Va à la fête, réseaute et ne me fais pas honte. Marcus secoua la tête. Ton père est intense. Tu n'as pas idée. Les deux quittèrent le dortoir et marchèrent vers la fraternité. Le son de la musique s'entendait déjà de loin. Un rythme sourd qui faisait trembler le sol. « Détends-toi », dit Marcus en tapant sur l'épaule de Daniel. « Ça va être amusant. Tu te souviens de ce qu'est l'amusement, n'est-ce pas ?» Vaguement. « Je crois que je l'ai eu une fois il y a quelques années. » Marcus rit. « Ton problème, c'est que tu réfléchis trop. Ce soir, pas de réflexion. Juste exister. On dirait une de ces affiches de motivation pour salle de sport. Merci, je m'entraîne devant le miroir. » La maison de la fraternité était un chaos organisé. Des gobelets partout, des gens qui dansaient dans tous les coins disponibles, et une brume de parfums mélangés qui formait une odeur qui ne pouvait être décrite que comme un regret imminent. Daniel venait à peine d'entrer qu'une main se posa sur son épaule. « Harrington !» Il se retourna. Tyler Williams, le fils du sénateur, se tenait là avec un sourire qui semblait répéter pour des photos de campagne. « Tyler !» salua Daniel, essayant de paraître enthousiaste. « Ça fait longtemps, mec, je parlais justement de toi. Mon père veut vraiment rencontrer le plus jeune fils Harrington. Il dit que vous êtes une famille prometteuse. » Daniel faillit s'étouffer. « Prometteuse? Comme s'ils étaient une start-up? Pas des personnes. C'est super, » dit-il avec un sourire qui lui faisait mal tellement il était forcé. « Au fait, » continua Tyler, baissant la voix comme s'il partageait un secret d'État, « j'ai entendu dire que ton frère a conclu un contrat d'1 million de dollars la semaine dernière. Mec, quelle machine. Tu dois être fier. » « Très, » répondit Daniel. « Je me réveille tous les jours en pensant aux réussites de mon frère. C'est ce qui me motive à sortir du lit. » Le sarcasme passa complètement inaperçu pour Tyler. « C'est tellement inspirant. Mec, une famille unie, tu sais, c'est ce qui fait la différence. » Marcus, qui avait observé toute l'interaction, attendit que Tyler s'éloigne avant de commenter. « Ce type est réel? On dirait un personnage de feuilleton. »« Bienvenue dans mon monde » marmonna Daniel, « où tout le monde ressemble à un personnage de feuilleton et je suis le figurant qui n'a pas reçu le script. » La nuit continua avec Daniel, faisant exactement ce qu'on attendait de lui, serrant des mains, souriant à des gens qu'il ne connaissait pas et faisant semblant de s'intéresser aux conversations sur les stages dans les cabinets d'avocats et les relations familiales. C'était épuisant. À un moment donné, il réussit à s'échapper dans le jardin, cherchant un moment de silence. L'air frais fut comme un cadeau. « En train de fuir aussi ?» demanda une voix. Daniel se retourna. Un gars qu'il ne reconnaissait pas était assis sur un banc, tenant un gobelet. « Quelque chose comme ça », répondit Daniel. « Je suis Jake, étudiant en économie, et je déteste ces fêtes de toute mon âme. » Daniel sourit pour la première fois de la nuit. Daniel, étudiant en droit en dernier semestre, et le sentiment est mutuel. « Laisse-moi deviner, » dit Jake. « Famille riche, attentes énormes, et tu es ici parce que quelqu'un t'a envoyé un message te disant de t'amuser, mais voulait en fait dire de nouer des contacts utiles. » Daniel cligna des yeux. C'était d'une précision effrayante. « J'ai le même père, juste en version comptable. Jack, le fils du directeur financier de telle ou telle entreprise, sera là. Profite de ta dernière année pour te faire des amitiés stratégiques. »« Amitiés stratégiques » répéta Daniel. « Cela devrait être la devise d'une famille dysfonctionnelle. J'ai suggéré de la mettre en latin sur les armoiries familiales, mais personne n'a trouvé ça drôle. » Les deux rirent. C'était agréable de trouver quelqu'un qui comprenait, mais la paix ne dura pas longtemps. Un groupe de gars sortit de la maison en direction du jardin, visiblement ivre. Daniel reconnut l'un d'eux. Brad Mitchell, capitaine de l'équipe de cross et propriétaire d'un égo de la taille du stade de l'université. « Fais regarder qui est là », dit Brad avec un sourire qui n'était tout sauf amical. « Le petit prince Harrington. » Daniel sentit son corps se raidir. « J'ai entendu dire que ton frère cartonne dans le monde des affaires. Ça doit être dur d'être à la 2e place dans la famille, n'est-ce pas? Surtout maintenant que tu vas obtenir ton diplôme et que
Tu vas devoir concourir pour de vrai. Je ne savais pas que tu suivais la carrière de mon frère, répondit Daniel, gardant une voix calme. Fan club. Le sourire de Brad vacilla. Fais attention à ce que tu dis. Harrington. Fais attention à toi, intervint Jake, se levant du banc. La nuit est agréable. Pas besoin de la gâcher. Brad regarda Jake, comme s'il venait de remarquer son existence. Et toi, qui es-tu? Son avocat de la défense. Pas encore, mais si tu continues à parler, je pourrais considérer l'offre. La tension dans l'air était presque palpable. Les amis de Brad s'approchèrent, formant une sorte de demi-cercle. Daniel connaissait ce genre de situation. Il savait que la meilleure chose à faire était de partir avant que les choses ne dégénèrent. « Allons-y, dit-il à Jake. Ça n'en vaut pas la peine. »« C'est ça, provoqua Brad. Fuis, Harrington. C'est ce que tu fais de mieux, n'est-ce pas? Fuir l'ombre de ton frère. » Daniel s'arrêta. Il aurait dû continuer à marcher. Il aurait dû ignorer. Mais quelque chose dans cette phrase, cette nuit-là, après des mois de pression, de comparaisons et d'attentes étouffantes, fit que quelque chose en lui se brisa tout simplement. « Tu sais quel est ton problème, Brad ?» Daniel se retourna, la voix plus ferme qu'il ne l'espérait. « Tu passes tellement de temps à essayer de rabaisser les autres que tu ne t'es jamais rendu compte que toi-même tu n'as jamais rien fait de pertinent. La seule raison pour laquelle quelqu'un connaît ton nom, c'est parce que tu joues à la crosse. Et quand tu seras diplômé, tu découvriras que tout le monde s'en fiche de la crosse. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Brad devint rouge. La première poussée arriva trop vite pour que Daniel puisse réagir. Puis tout devint chaos. Des cris, des corps qui se percutent, des gobelets renversés. Daniel essaya de s'échapper, mais fut entraîné dans la confusion. Quelqu'un le frappa au visage. Il sentit le goût du métal dans sa bouche. Il essaya de se lever, mais fut poussé à nouveau. Lorsqu'il réussit enfin à s'échapper, il avait une lèvre coupée, une chemise déchirée et les mains tremblantes. Il s'éloigna de la fête en trébuchant, le son de la musique résonnant toujours derrière lui. Son visage palpitait, ses jambes semblaient être engelées, mais la douleur physique n'était rien comparée au vide qu'il ressentait à l'intérieur. 23 ans à essayer de tout bien faire, 23 ans à être le fils parfait, l'étudiant exemplaire, le frère qui ne se plaignait jamais. Et à la fin, il n'était toujours que la deuxième place, celui que personne ne remarquait, celui que personne ne choisissait. Daniel s'adossa à un arbre et laissa son corps glisser jusqu'au sol. Il ferma les yeux et prit une profonde inspiration, essayant de contrôler les larmes qui insistaient pour s'échapper. Il ne savait pas combien de temps il resta là. Mais à un moment donné, il entendit des pas approcher. Claire Whitman avait une règle d'or dans la vie. Ne jamais se mêler des problèmes qui n'étaient pas les siens. Une règle qu'elle était sur le point de briser de manière spectaculaire. « Eh, ça va ?» Le garçon appuyé contre l'arbre leva les yeux. Même dans la pénombre, Claire pouvait voir la lèvre enflée, la chemise déchirée, et ce regard de quelqu'un qui venait de perdre une bataille qu'il n'avait jamais demandé à mener. « Je vais très bien, » répondit-il, la voix enrouée. « Je me repose juste. Je fais un câlin à la nature. Je me connecte avec mes racines, littéralement. »« Tu es blessé, » dit Claire. « Ça ?» Il toucha sa lèvre et fit une grimace. « Ce n'est qu'un accessoire. C'est à la mode. Les lèvres enflées sont à la mode à Paris. »« Absolument, Claire. » Ne put s'empêcher de faire un demi-sourire. Le gaz était clairement en mauvais état, mais essayait toujours de faire des blagues. Cela disait quelque chose sur lui. Elle regarda autour d'elle. La fête battait son plein à quelques mètres de là. Le son de la musique noyait tout autre bruit. Les gens allaient et venaient, riant, trébuchant, complètement inconscients du garçon blessé dans le jardin. « Que s'est-il passé ?» demanda Claire, s'accroupissant à côté de lui. « À divergence d'opinion. Sur quoi ?» Sur le fait de savoir si je devais garder mon visage intact. Apparemment, nous avons perdu le consensus. Claire soupira. Elle était venue à la fête contre son gré, traînée par Mélissa, qui avait disparu dans les 15 premières minutes pour aller aux toilettes, et n'était jamais revenue. Maintenant, au lieu de chercher son amie, elle était accroupie, à côté d'un inconnu sarcastique, ayant une tendance à enlacer les arbres. « Peux-tu te lever ?» demanda-t-elle. « Théoriquement, oui. En pratique. » Il essaya de bouger et gémit. « Peut-être pas. Quelqu'un t'a donné un coup de pied ?» Non, j'ai trébuché en fuyant stratégiquement la confusion. Je crois que je me suis foulé la cheville ou cassé. Je suis encore en train de décider.
Es-tu toujours aussi dramatique? Seulement quand je suis blessé, humilié, et assis par terre dans un jardin inconnu, en train de parler à une étrangère qui, d'ailleurs, ne s'est toujours pas présentée. Claire cligna des yeux. Il avait raison. « Claire, dit-elle. « Je m'appelle Claire. »« Daniel, répondit-il. Ravi de te rencontrer, Claire. Désolé de ne pas te serrer la main, mais si je bouge maintenant, je crois que je vais m'évanouir. S'il te plaît, ne t'évanouis pas. Je ne sais pas faire de massage cardiaque. Techniquement, s'évanouir ne nécessite pas de massage cardiaque. Es-tu étudiante en médecine? En droit dernier semestre, mais j'ai regardé beaucoup de séries médicales. Claire rit. Il était impossible de ne pas rire. Très bien, étudiant en droit, dit-elle en se levant. Faisons cela. Je vais t'aider à te lever. Et tu vas essayer de ne pas t'évanouir, de ne pas crier ou de ne rien faire de dramatique. Ça limite vraiment mes options. C'est à prendre ou à laisser, Daniel. Réfléchis un instant. Je prends. Claire tendit la main. Daniel la tint et avec un effort conjoint qui impliqua des gémissements, des grimaces et au moins 3 mots que Claire fit semblant de ne pas entendre, il réussit à se lever. « Wow », dit-il s'appuyant sur elle. « Le monde tourne. C'est normal après une bagarre. Ou bien j'ai une commotion cérébrale. Tu n'as pas de commotion cérébrale. Comment le sais-tu? Parce que les gens avec des commotions cérébrales ne font pas autant de mauvaises blagues. » C'était offensant. Mes blagues sont excellentes. Ils commencèrent à s'éloigner lentement de l'arbre. Lorsqu'une voix fendit l'air. « Regardez ça. Le petit prince est toujours là. » Claire sentit Daniel se tendre à côté d'elle. Elle se retourna et vit un groupe de 4 gars s'approcher. Celui qui menait le groupe était grand, musclé, et avait le genre de sourire qui ne promettait rien de bon. « Brad, » marmonna Daniel. « Un ami à toi ?» demanda doucement Claire. « Le contraire de ça. » Brad s'arrêta à quelques mètres d'eux, les bras croisés. « Je croyais que tu t'étais enfui, Harrington. Mais tu te cachais juste derrière une fille. »« Je ne me cache pas, » répondit Daniel, essayant de rester stable malgré sa cheville. « Je prends une pause stratégique. »« Pause stratégique ?» répéta Brad en riant. Ses amis rirent avec lui comme un public bien entraîné. « C'est bon, très bon. » Claire fit un pas en avant. « Écoutez, on ne veut pas de problème. On s'en va. » Brad la regarda comme s'il venait de remarquer son existence. « Et toi, qui es-tu? »« Sa petite amie. Je suis quelqu'un qui a mieux à faire que de rester ici à vous écouter parler. » Le sourire de Brad vacilla. « Phil courageuse. Phil, pressé. » Corrigea Claire. « Excusez-moi. » Elle essaya de passer, mais l'un des amis de Brad bloqua le passage. « Personne n'a dit que tu pouvais partir. » Le cœur de Claire s'emballa. Elle regarda autour d'elle. La fête continuait, mais personne ne faisait attention à eux. Ils étaient trop loin, cachés par les ombres du jardin. « Daniel, murmura-t-elle, peux-tu courir? »« Je peux à peine marcher. »« Super. Juste super. » Brad fit un autre pas vers eux. « Tu sais, Harrington, je n'ai pas fini de te parler. »« Bizarre, » dit Daniel. « Parce que moi, j'ai déjà fini d'écouter. Tu ne sais vraiment pas quand te taire, n'est-ce pas ?» Claire prit une décision. Elle sortit son téléphone de sa poche et avant que quiconque ne puisse réagir, elle composa le numéro de son père. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Brad. « J'appelle. » « La police, » mentit Claire avec la voix la plus ferme qu'elle put rassembler. Brad hésita. Ce ne fut qu'une seconde, mais ce fut suffisant. « Papa, » dit Claire dès que l'appel fut pris, « j'ai besoin que tu viennes me chercher maintenant sur le campus, près de la fraternité Kappa, c'est urgent. » Claire, que s'est-il passé? La voix de son père semblait inquiète à l'autre bout. « S'il te plaît, papa, dépêche-toi. » Elle raccrocha. Brad et ses amis échangèrent des regards. « Tu as appelé papa ?» se moqua Brad. « Comme, c'est mignon. »« Mon père est un vétéran de l'armée, » dit Claire en improvisant. « Et il n'aime pas que des étrangers m'embêtent. » C'était un mensonge. Son père était comptable. Mais Brad n'avait pas besoin de le savoir. L'hésitation sur le visage de Brad s'accrut. Il regarda ses amis, puis à nouveau Claire. « Ce n'est pas fini, Harrington, » dit-il en pointant Daniel du doigt. « On se reverra. » Et puis, à l'immense soulagement de Claire, ils partirent. Daniel laissa échapper l'air qu'il retenait. Vétéran de l'armée, comptable. Mais je pensais que cela n'aurait pas le même impact. Tu es une menteuse incroyable. C'est un compliment, je crois.
Garde tes forces. Nous devons encore sortir d'ici. Les 10 minutes suivantes furent les plus longues de la vie de Claire. Elle gardait Daniel appuyé sur elle, ses yeux vérifiant toujours que Brad et ses amis n'étaient pas revenus. Chaque ombre semblait être une menace. Chaque bruit faisait battre son cœur. « Tu trembles ?» fit remarquer Daniel. « J'ai froid. Mensonge. Très bien. Je suis terrifié. Satisfait ? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé là ?» demanda-t-il sincèrement curieux. « Tu ne me connais pas. Ce n'était pas ton combat. » Claire réfléchit un instant. « Parce que personne ne mérite d'être laissé derrière, surtout quand il est blessé. » Daniel ne répondit pas. Mais quelque chose changea dans son regard. Finalement, des phares apparurent dans la rue. Une vieille voiture bleue qui avait connu des jours meilleurs s'arrêta à côté d'eux. La porte s'ouvrit et un homme dans la cinquantaine en bondit. Des cheveux gris, un ventre de papa et une expression de pure inquiétude. « Claire, que s'est-il passé ? Tu vas bien ? » « Je vais bien, papa, mais lui, non. » Le père de Claire regarda Daniel, évaluant la situation en une seconde. « Montez dans la voiture, » dit-il sans hésitation. « Tous les deux, maintenant. »« Monsieur, je ne veux pas causer de problème, » commença Daniel. « Fils, tu tiens à peine debout. Monte dans la voiture. » Ce n'était pas une demande. Claire aida Daniel à s'installer sur la banquette arrière et monta ensuite à côté de lui. Son père démarrait déjà le moteur. « Où ça ?» demanda-t-il. « À la maison, » répondit Claire. La voiture démarra, laissant le campus derrière elle. Daniel appuya sa tête contre le siège, ses yeux se fermant d'épuisement. « Ton père est vraiment venu, » murmura-t-il. « Je t'avais dit qu'il le ferait. » La plupart des parents poseraient des questions. D'abord, mon père n'est pas comme la plupart des pères. Le père de Claire regarda dans le rétroviseur. « Les questions viennent plus tard, fils. D'abord, on prend soin de toi. » Daniel ouvrit les yeux et croisa le regard de l'homme dans le miroir. « Merci, monsieur. Appelle-moi Robert et ne me remercie pas encore. Ma femme va te forcer à manger au moins 3 assiettes avant de te laisser te reposer. Et elle voudra connaître chaque détail de ce qui s'est passé. Est-ce une menace? C'est une promesse. » Claire rit doucement. « Je t'avais prévenu. Ma famille est intense. » Daniel regarda par la fenêtre, observant les lumières du campus disparaître au loin. « Intense sonne bien, » dit-il presque pour lui-même. « Intense sonne très bien. » La voiture continua dans la nuit, éloignant Daniel de tout ce qu'il connaissait et vers une maison simple où il allait découvrir pour la première fois de sa vie ce que signifiait être accueilli sans question, sans jugement et sans rien attendre en retour. La voiture se gara devant une maison qui semblait sortir d'une carte de Noël. Petite, avec des fenêtres éclairées et un jardin qui recevait clairement plus d'amour que la plupart des manoirs que Daniel connaissait. Et sous le porche, une femme aux cheveux bruns et au tablier à fleurs attendait, les bras croisés. « C'est ma mère, » dit Claire. « Prépare-toi. »« À quoi ?»« À tout. » La portière de la voiture s'était à peine ouverte que la mère de Claire était déjà à côté d'eux, analysant Daniel comme s'il était un puzzle qui devait être résolu immédiatement. « Bon Dieu !» s'exclama-t-elle. « Qu'est-il arrivé à ce garçon, Robert? Qu'as-tu ramené à la maison ?»« Un jeune homme qui avait besoin d'aide, Margaret, » répondit le père calmement. « Je vois bien qu'il a besoin d'aide. La question est, qui lui a fait ça ?»« Madame, » essaya Daniel. « Chut !» Margaret le coupa. « Tu ne parles pas. Tu entres, tu t'assois, et tu me laisses prendre soin de toi. Les questions plus tard. » Daniel regarda Claire complètement perdue. « Je t'avais prévenu, » dit-elle en haussant les épaules. Les 15 minutes suivantes furent un tourbillon d'activités. Margaret conduisit, Daniel à l'intérieur de la maison comme un général dirigeant ses troupes, l'assit sur une chaise de cuisine et commença à rassembler ce qui semblait être tout le contenu de la pharmacie de premiers soins. « Alcool ?» marmonna-t-elle en ouvrant des tiroirs. « Cotton pommade. Où est cette pommade, Robert? As-tu touché à la pommade? Je n'ai jamais touché de pommade de ma vie. Quelqu'un y a touché. Elle était là hier. Peut-être qu'elle s'est enfuie, suggéra Robert. Les pommades font ça parfois. Margaret lança à son mari un regard qui aurait pu geler le soleil. « Trouvé !» annonça-t-elle triomphalement, levant un tube comme si c'était un trophée. « Maintenant, jeune homme, ça va piquer un peu. C'est bon. Je peux supporter ça, » dit Daniel. Il ne put pas le supporter.
Aïe, j'avais dit que ça piquerait. Vous avez dit un peu. Ce n'était pas un peu. C'était efficace, compléta Margaret. Fini, maintenant la lèvre. Daniel regarda Claire avec panique. Elle va toucher ma lèvre. Avec beaucoup de soin, répondit. Claire clairement amusée. Son soin fait mal. J'entends, dit Margaret. Eh oui, mes soins font mal, mais ils marchent. Maintenant, reste tranquille. Daniel resta tranquille. C'était plus sûr comme ça. Pendant que Margaret travaillait, Robert préparait quelque chose dans l'évier. L'odeur du café commença à remplir la cuisine, se mélangeant à l'arôme de quelque chose dans le four. « Vous cuisiniez ?» demanda Daniel, essayant de ne pas trop bouger le visage. « Il est presque 23 heures. »« J'ai toujours quelque chose dans le four, » répondit Margaret. « On ne sait jamais quand quelqu'un va avoir besoin de manger. » Elle reste sérieuse, confirma Claire. Une fois, le facteur a mentionné qu'il avait faim et il est parti d'ici, avec 3 boîtes de soupe. Il était trop maigre, justifia Margaret. Les facteurs ont besoin d'énergie. Ils marchent beaucoup. Daniel ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Cette famille était complètement différente de tout ce qu'il connaissait. « Fini », annonça Margaret, faisant un pas en arrière pour admirer son travail. « Tu vas survivre. » « Merci, madame. »« Margaret, appelle-moi Margaret. Madame me donne l'impression d'être vieille. »« Tu es vieille. »« Ma chérie, » commenta Robert en apportant les tasses de café. « Robert Whitman. »« J'ai le même âge que toi. »« Oui. Mais moi j'ai vieilli avec... grâce. Tu as vieilli avec la calvitie. »« Ça aussi. » Claire se cacha le visage. Dans les mains. Mais Daniel pouvait voir qu'elle souriait. « Sont-ils toujours comme ça ?» demanda-t-il doucement. 25 ans de mariage, répondit Claire, c'est l'amour. On dirait une guerre, c'est la même chose. Apparemment. Margaret plaça une assiette devant Daniel, une tourte au poulet encore chaude, avec une portion généreuse de purée de pommes de terre à côté. Mange, ordonna-t-elle. Je n'ai pas très faim. Je n'ai pas demandé si tu avais faim. J'ai demandé si tu allais manger. Ce sont des choses différentes. Daniel regarda l'assiette. Puis Margaret, puis de nouveau l'assiette. « Oui, madame, Margaret. Oui. »« Margaret. » Il prit la première bouchée et faillit pleurer. « C'est, » commença-t-il la voix vacillante, « c'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée. » Margaret sourit, satisfaite. « C'est la recette de ma mère. 60 ans de tradition. »« N'exagère pas, chérie, » dit Robert. « C'est 58. »« Robert, tais-toi. » Daniel mangea. Il mangea plus qu'il ne s'en croyait capable, compte tenu de l'état de son estomac. Mais chaque bouchée semblait guérir quelque chose, au-delà de la faim, quelque chose qu'il ne savait même pas être brisé. « Alors, » dit Margaret en s'asseyant à la table avec sa propre tasse de café, « veux-tu me dire ce qui s'est passé? Ou préfères-tu que j'invente une histoire ?»« Maman, » avertit Claire. « Quoi? » ?»« Je demande juste poliment. » Daniel posa sa fourchette sur l'assiette. « J'ai été impliqué dans une bagarre à la fête, » dit-il. Je ne l'ai pas commencé, mais je n'ai pas non plus été assez intelligent pour partir avant que ça n'empire. Et tes amis? Je n'ai pas beaucoup d'amis. Pas vraiment. Le silence qui suivit fut doux, pas gênant. Margaret et Robert échangèrent un regard que Daniel ne put déchiffrer. Eh bien, dit finalement Margaret, tu en as maintenant. Daniel cligna des yeux. Quels amis? Tu en as maintenant, nous. Elle se désigna. Puis Robert et Claire. 3 nouveaux amis. 4 si tu comptes le chat. Mais il est asocial, donc peut-être qu'il ne compte pas. Vous avez un chat? Comme s'il avait été invoqué. Une boule de poil blanc sauta sur la table et commença à renifler l'assiette de Daniel. « Milo !» s'exclama Claire. « Descends !» De là, le chat la regarda avec un contentement absolu et continua à renifler. Un vrai phénomène. « Il ne m'obéit pas !» expliqua Claire. « Il n'obéit à personne !» ajouta Robert. « Nous vivons juste dans sa maison. » Daniel, sans réfléchir, tendit la main et gratta derrière l'oreille du chat. Milo commença immédiatement à ronronner. « Attends, » dit Claire, choquée. « Il ronronne. »« Il ne ronronne jamais. Ce chat m'a griffé. 3 fois cette semaine. » se plaignit Robert. « Et pour l'inconnu, il ronronne. »« Les animaux sentent les choses, » dit sagement Margaret. « Milo sait que ce garçon a besoin d'affection. » Daniel continua de caresser le chat, ressentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Quelque chose de chaud. Quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer.
Après le dîner, Margaret insista pour que Daniel passe. « La nuit là, tu n'es pas en état ?»« D'aller nulle part, » déclara-t-elle, préparant déjà le canapé avec des couvertures et des oreillers. « Demain matin, après le petit déjeuner, on verra comment tu peux retourner sur le campus. Je peux appeler un taxi. Tu peux accepter l'hospitalité et dire « Merci », Daniel déglutit. « Merci, de rien. Maintenant, allonge-toi. » Il s'allongea. Le canapé était vieux, un peu enfoncé au milieu, et avait probablement connu des jours meilleurs. Mais c'était l'endroit le plus confortable où Daniel avait jamais été. La maison devint progressivement silencieuse. Robert et Margaret montèrent dans leur chambre. Claire resta un peu plus longtemps, lavant les tasses dans l'évier. « Claire » appela doucement Daniel. « Oui, pourquoi fais-tu ça ?»« Tu ne me connais pas. » Claire s'essuya les mains et s'approcha de lui. « Mes parents croient que la gentillesse n'a pas besoin de raison, dit-elle. Et je les crois. C'est inhabituel peut-être, mais c'est ce que nous sommes. » Elle remonta un peu la couverture. « Repose-toi, Daniel. Demain, le monde sera toujours là, mais au moins tu l'affronteras le ventre plein. » Daniel sourit. Ça faisait un peu mal, mais ça en valait la peine. « Bonne nuit, Claire. »« Bonne nuit !» Elle éteignit la lumière du salon et monta à l'étage. Daniel resta là dans le noir, écoutant les bruits de la maison. Le doux ronronnement du chat qui avait décidé de dormir à ses pieds. Le tic-tac d'une horloge quelque part. Le silence qui n'était pas vide, mais plein de paix. Il repensa à sa propre maison. Le manoir avec trop de pièces et trop peu d'affection. Les dîners silencieux où chaque mot était mesuré. La pression constante pour être quelqu'un qu'il ne savait pas s'il voulait être. Et il repensa à cette famille étrange, bruyante et accueillante, qui avait ouvert ses portes à un parfait inconnu sans rien demander en retour. Une larme coula sur son visage. Il ne prit pas la peine de l'essuyer. Pour la première fois depuis longtemps, Daniel dormit en paix. Et à l'étage, Claire regardait par la fenêtre de son ancienne chambre, pensant au mystérieux garçon sur le canapé du salon. Elle ne connaissait pas son nom de famille. Elle ne savait pas d'où il venait. Elle ne savait rien de lui à part son prénom et sa filière. Mais quelque chose lui disait que cette nuit était importante, que cette rencontre signifiait quelque chose. Elle ne savait juste pas encore quoi. L'odeur du bacon réveilla Daniel avant le réveil qu'il n'avait pas. Pendant un instant, il oublia où il se trouvait. Puis il sentit quelque chose de lourd sur sa poitrine et faillit avoir une crise cardiaque. C'était Milo. Le chat blanc était couché sur lui, le fixant avec une expression qui ne pouvait être décrite que comme « Tu es chez moi ». « N'oublie pas ça. Bonjour à toi aussi », marmonna Daniel. Milo cligna des yeux lentement et ne bougea pas. « Tu vas descendre de moi ?» Un autre clignement. Aucun mouvement. « J'ai compris. Je vais me débrouiller. » Daniel réussit à se dégager de sous le chat sans le renverser, ce qu'il considéra comme une victoire personnelle. Tout son corps lui faisait mal, mais c'était une douleur différente de celle de la nuit précédente. C'était la douleur de quelqu'un qui s'était enfin reposé. « Oh, tu es réveillé !» La voix de Margaret venait de la cuisine. « Viens manger avant que ça ne refroidisse. » Daniel marcha jusqu'à la cuisine et s'arrêta à la porte. Impressionné, la table était couverte de nourriture. Des œufs brouillés, du bacon, des crêpes, des fruits, du jus d'orange, du café, des toasts. C'était le genre de petit déjeuner qu'il ne voyait que dans les publicités pour margarine. « Pour qui est tout cela ?» demanda-t-il. « Pour nous 4. » répondit Margaret en posant une autre assiette sur la table. « Madame Margaret, cela nourrirait une armée. »« Bêtise. Tu es en phase de croissance. J'ai 23 ans. Phase de croissance émotionnelle. Alors assieds-toi. » Daniel s'assit. Robert était déjà à la table, lisant un journal avec une tasse de café à la main. Il leva les yeux et sourit. « Bien dormi ?»« Mieux que depuis longtemps, » admit Daniel. « Le canapé fait ça. Il a l'air inconfortable. Mais il a des pouvoirs magiques. »« C'est vrai, » dit Claire, apparaissant à la porte de la cuisine. Elle était en pyjama, les cheveux attachés en un chignon désordonné, et avait l'air complètement différente de la fille déterminée de la nuit d'avant. « Je dormais sur ce canapé quand j'étais enfant. Le meilleur sommeil de ma vie. Jusqu'à ce que tu tombes et que tu casses le vase de ta grand-mère, » ajouta Margaret. « Ce vase était moche. C'était un héritage familial. Un héritage moche. » Robert cacha son rire derrière le journal. Le petit déjeuner fut différent de n'importe
Quel repas que Daniel avait jamais connu. Il n'y eut pas de silence gênant. Il n'y avait aucune pression pour impressionner. Il n'y avait pas de critiques déguisées en conseils. Il n'y avait que des conversations sur le temps, sur le travail de Robert au cabinet comptable, sur les projets de Claire pour le semestre, sur l'entêtement de Milo à ne manger qu'une marque spécifique de nourriture. « C'est un chat », dit Daniel en riant. « Comment peut-il avoir une préférence de marque ?»« Oh, tu ne connais pas Milo », répondit Claire. « C'est fondamentalement un critique gastronomique sous forme féline. Une fois, j'ai acheté la mauvaise marque, » ajouta Robert. Il m'a regardé avec un tel mépris que je me suis senti jugé par un tribunal. Et qu'avez-vous fait? Je suis allé acheter la bonne marque, évidemment. Qui suis-je pour discuter avec lui? Daniel rit. Un vrai rire qui fit protester sa lèvre, mais qu'il ne put contenir. Après le petit déjeuner, Margaret annonça qu'elle allait faire la vaisselle. Daniel se leva immédiatement. « Laissez-moi le faire. Tu es un invité. Je suis quelqu'un qui a mangé pour 3 personnes. La moindre des choses que je puisse faire est de faire la vaisselle. » Margaret le regarda avec une expression étrange, presque fière. « Très bien, mais toi tu laves. »« Claire essuie. »« Maman, » protesta Claire. « Quoi? Il a proposé d'aider. Tu peux aider aussi. » Claire soupira de façon dramatique, mais attrapa le torchon sans se plaindre. Les deux se tenaient côte à côte à l'évier. Daniel lavait. Claire essuyait. Le rythme était naturel, presque automatique. « Alors, » dit Claire, rompant le silence confortable, « tu ne m'as jamais dit ton nom de famille. » Daniel hésita une seconde. « Tu ne m'as pas dit le tien non plus. Whitman. »« Claire Whitman, joli nom. Et le tien ?» Daniel ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par Robert, qui apparut à la porte de la cuisine. « Fils, as-tu besoin que j'appelle quelqu'un pour prévenir que tu vas bien ?» La question était simple, mais portait un poids énorme. Daniel s'arrêta de laver. La mousse coulait sur ses mains alors qu'il réfléchissait. « Mon père, » dit-il finalement. « Il est probablement inquiet. As-tu le numéro ?» Daniel récita le numéro de mémoire. Robert hocha la tête et alla dans le salon pour passer l'appel. Claire remarqua le changement de comportement de Daniel. « Tout va bien ?»« Oui, c'est juste que mon père et moi n'avons pas la relation la plus facile au monde. Mais il s'inquiète pour toi, à sa manière, ce qui implique généralement des attentes impossibles et des comparaisons avec mon frère. » Claire ne dit rien. Elle continua simplement à essuyer la vaisselle, offrant sa présence silencieuse comme soutien. 20 minutes plus tard, une voiture s'arrêta devant la maison. Ce n'était pas n'importe quelle voiture. C'était une voiture de luxe noire, brillante, le genre qui coûtait clairement une petite fortune. Complètement déplacée dans cette rue de maisons modestes. Daniel regarda par la fenêtre et sentit son estomac se nouer. « Il est venu personnellement, » murmura-t-il. La portière de la voiture s'ouvrit et un homme en sortit, des cheveux gris, une posture impeccable, un costume qui avait probablement été fait sur mesure. Il marcha vers la porte d'entrée d'un pas rapide, presque urgent. Robert ouvrit la porte avant qu'il ne puisse frapper. « Monsieur Harrington, je présume ?»« Oui, Robert Whitman. »« C'est moi. Entrez, je vous en prie. » Le père de Daniel entra dans la maison. Ses yeux trouvèrent immédiatement son fils et quelque chose changea dans son expression. Le masque de contrôle se fissura une seconde, révélant quelque chose que Daniel voyait rarement. Une inquiétude sincère. « Daniel, » dit-il, la voix plus douce que d'habitude. « Tu vas bien ?»« Je vais bien, papa. » L'homme s'avança vers son fils et, à la surprise de tous, le serra dans ses bras. Daniel fut paralysé un instant. Son père n'était pas du genre à faire des câlins. Son père était du genre à serrer la main et à donner des tapes dans le dos. Mais il était là, serrant son fils dans ses bras au beau milieu du salon d'une famille inconnue. « J'étais inquiet, » dit son père doucement, quand M. Whitman a appelé pour expliquer ce qui s'était passé. « Papa, je vais bien, vraiment. » L'étreinte dura encore quelques secondes. Puis le père de Daniel se reprit, ajustant son costume, comme s'il pouvait lisser les émotions en même temps que le tissu. Il se tourna vers Robert et Margaret, qui observaient la scène dans un silence respectueux. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-il, et sa voix vacilla légèrement. « Vous avez accueilli mon fils sans le connaître. Vous avez pris soin de lui. C'est plus que ce que la plupart des gens feraient. N'importe qui ferait la même chose, » dit Margaret. « Non, » le père de Daniel secoua la tête. « N'importe qui ne le ferait pas.
Je connais beaucoup de gens, Madame Whitman, et je peux vous assurer que la plupart détourneraient le regard. » Son regard se tourna alors vers Claire qui se tenait un peu plus loin, observant la scène. « Monsieur Whitman me l'a dit au téléphone, » dit-il en s'avançant vers elle. « C'est vous qui avez trouvé mon fils. Qui avez affronté ces garçons? Qui avez appelé à l'aide? » Claire sentit son visage chauffer. « J'ai juste fait ce que n'importe quelle personne... »« Non, » l'interrompit-il, la voix nouée. « Ce que vous avez fait est extraordinaire. Vous ne connaissiez pas Daniel. Vous ne saviez rien de lui. Et pourtant, vous avez risqué votre sécurité pour le protéger. » Il prit les mains de Claire entre les siennes. « J'ai 2 fils, mademoiselle Whitman. Et même avec tout l'argent du monde, je ne peux pas acheter ce que vous avez donné à Daniel la nuit dernière. Du courage, de la compassion, de l'humanité. » Les yeux de l'homme brillaient. « Vous m'avez rendu mon fils. Je n'oublierai jamais cela, jamais. » Claire ne savait pas quoi dire. Elle regarda Daniel, qui observait la scène avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. De la fierté peut-être, ou de la gratitude, ou quelque chose qui mêlait les deux. « Je juste, » commença Claire, « il avait besoin d'aide et personne d'autre. N'aidait. Et c'est exactement ce qui vous rend spécial, » dit le père de Daniel. « Dans un monde plein de gens qui détournent le regard, vous avez choisi de regarder droit devant. » Il relâcha ses mains et se tourna vers Robert et Margaret. « Vous avez élevé une fille extraordinaire. Vous devez être très fiers. Nous le sommes, » dit Robert en passant son bras autour des épaules de Claire. Chaque jour, le père de Daniel sortit son portefeuille de sa poche. « S'il vous plaît, laissez-moi vous dédommager d'une manière ou d'une autre. Rangez ça. » L'interrompit Robert fermement, mais sans dureté. « Nous n'avons pas aidé votre fils en attendant un paiement. Mais, Monsieur Harrington, dit Margaret en faisant un pas en avant, la meilleure façon de nous remercier est de bien prendre soin de ce garçon. Il est spécial. Peut-être que vous le savez, déjà. Peut-être que vous avez besoin qu'on vous le rappelle, mais il l'est. » Le père de Daniel resta silencieux pendant un long moment. Puis il rangea le portefeuille. « Vous avez raison. Je suis désolé. » Il regarda Daniel. « On y va ?» Daniel hocha la tête, mais avant de partir, il se tourna vers Claire. « Merci, » dit-il. « Pour tout. Ce n'était rien, c'était tout. » Ils se regardèrent un instant. Il y avait quelque chose là, quelque chose de non dit, quelque chose qu'aucun d'eux ne savait nommer. « Prends soin de toi, Daniel, » dit Claire. « Toi aussi. » Claire, il n'y eut pas d'échange de numéros, pas de promesse de rester en contact. Juste 2 prénoms, une nuit partagée et un adieu qui semblait plus significatif qu'il n'aurait dû l'être. Daniel marcha vers la voiture avec son père. Avant de monter, il regarda une dernière fois la petite maison aux fenêtres éclairées. Claire était sous le porche, agitant la main. Il lui rendit son geste, et puis la voiture partit, ramenant Daniel dans son monde d'attente et de pression. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose qu'il porterait en lui pendant les 10 prochaines années, sans savoir que la fille au doux sourire et à la famille accueillante croiserait à nouveau son chemin. Et quand cela arriverait, plus rien ne serait comme avant. 10 ans, c'est long. Assez long pour oublier des visages, des voix et des nuits qui semblaient importantes. Assez long pour construire des vies entières dans des directions complètement opposées. Mais certains souvenirs ont la mauvaise habitude de ne pas disparaître. 2 semaines après cette nuit-là, Daniel obtint son diplôme de droit. La cérémonie fut rapide, pompeuse et pleine de discours génériques sur des avenirs brillants. Son père applaudit poliment depuis le public. Michael ne vint pas. Réunion importante comme toujours. Daniel reçut son diplôme, serra des mains et sourit pour les photos. Et à aucun moment, dans aucun couloir, à aucune célébration, il ne croisa le chemin de Claire Whitman. Elle était quelque part sur ce même campus, assistant à ses cours de première année, travaillant à la cafétéria, construisant sa propre histoire. Mais leurs chemins ne se croisèrent tout simplement pas. Comme si le destin avait décidé que ce n'était pas encore l'heure. Une semaine après l'obtention de son diplôme, Daniel rejoignit le groupe Harrington en tant qu'avocat junior. Le bureau était au 28e étage. 4 étages en dessous de Michael, qui occupait déjà un bureau avec vue sur tout Manhattan. « Bienvenue dans la famille », dit Michael le sait. Premier jour avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Essaie de ne pas me faire honte. Je ferai de mon mieux. Fais plus que ça. Ici, le meilleur est le minimum. » Daniel apprit rapidement que le monde de l'entreprise était une jungle.
Une jungle avec la climatisation centrale et des machines à expresso, mais tout de même une jungle. Les réunions étaient des champs de bataille, déguisés en présentation PowerPoint. Chaque mot était mesuré, chaque geste calculé. Les sourires étaient des outils, pas des expressions de bonheur. Et Daniel s'adapta. Il rangea le souvenir de cette nuit dans un tiroir mental et le ferma à clé. Claire Wittman, la fille qui était apparue de nulle part, qui avait affronté des brutes et l'avait emmenée dans une maison qui sentait le bacon et l'amour inconditionnel. Parfois, lors de nuits particulièrement difficiles, il se demandait ce qu'elle était devenue, mais il n'essaya jamais de le découvrir. Certaines choses étaient mieux sous forme de souvenirs. De l'autre côté de la ville, Claire découvrait que l'université était beaucoup plus difficile sans un sommeil convenable. « Tu ressembles à un zombie », fit remarquer Melissa, assise à côté d'elle à la bibliothèque. « Merci, tu es ravissante aujourd'hui aussi. » Sérieusement, Claire, combien d'heures as-tu dormi? Des heures? Ça se mesure en heures. Je comptais en minutes. Melissa soupira. Tu dois arrêter de travailler autant. Je dois payer les livres, les transports, la nourriture. La bourse ne couvre pas tout, tu sais. Mais tu vas t'effondrer avant d'être diplômé. Au moins, je m'effondrerai l'estomac plein. C'est une victoire. La deuxième année d'université apporta des défis auxquels Claire ne s'attendait pas. La bourse couvrait les frais de scolarité et le dortoir, mais ne couvrait pas les livres, les transports, la nourriture et les milliers de petites dépenses qui s'accumulaient comme des fourmis à un pique-nique. Elle travaillait à la cafétéria le matin, assistait aux cours l'après-midi et étudiait le soir. Le week-end, elle faisait des travaux de dactylographie en freelance pour des professeurs qui n'avaient toujours pas compris comment utiliser un ordinateur. « Tu vas t'épuiser comme ça », dit sa mère lors d'un appel téléphonique. « Maman, je vais bien. » « Tu mens. J'entends les cernes dans ta... What? Ça n'a même pas de sens. Ça en a pour une mère. Viens à la maison ce week-end. Je ferai une tourte au poulet. » Claire y alla et mangea 3 parts de tourte pendant que Milo ronronnait sur ses genoux, clairement satisfait de retrouver son humaine préférée. « Alors ?» dit Robert d'un ton désinvolte, faisant semblant de lire le journal. « Des jeunes hommes intéressants à l'université. »« Papa, quoi? C'est une question innocente. Il n'y a pas de question innocente venant de toi. » « Elle a raison. Chérie, » approuva Margaret, « tu as la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Je veux juste savoir si ma fille est heureuse. Je suis heureuse, célibataire, et concentrée sur mes études. Trop concentrée, si tu veux mon avis, marmonna Robert. Je ne l'ai pas demandé. Je sais, mais je te l'ai dit quand même. C'est mon travail de papa. Claire leva les yeux au ciel, mais elle souriait. Parfois, elle pensait au garçon de cette nuit-là. Daniel, l'étudiant en droit aux mauvaises blagues et aux yeux tristes. Elle ne le revit jamais sur le campus. Il avait probablement obtenu son diplôme et continué sa vie. Elle espérait qu'il allait bien. Les années passèrent. Daniel gravit les échelons du groupe Harrington. D'avocat junior, il devint avocat senior, qui devint coordinateur juridique, qui finit par devenir directeur juridique. Chaque promotion venait avec plus de responsabilités, plus de pression et moins de temps pour tout ce qui n'était pas le travail. À 30 ans, il avait un appartement penthouse, une voiture importée et un emploi du temps si chargé qu'il avait besoin d'une assistante rien que pour le gérer. Il avait également une insomnie chronique et une collection impressionnante d'antiacides. « Vous avez besoin de vacances », suggéra un jour son assistante, une femme nommée Patricia, qui avait la patience d'une sainte. « Des vacances ?» répéta Daniel comme si elle avait parlé dans une autre langue. « Qu'est-ce que c'est ? C'est quand on ne travaille pas pendant quelques jours et qu'on fait des choses qui nous rendent heureux. Ça existe pour les gens normaux. » « Oui. Oh, eh bien, je ne suis pas normal. Je suis un Harrington. » « Patricia, ce n'est pas quelque chose dont il faut être fier. Daniel, je sais, mais c'est ce que j'ai. » De l'autre côté du pays, Claire obtenait son diplôme. La cérémonie fut petite, simple et absolument parfaite. Ses parents pleurèrent. Melissa cria si fort qu'elle faillit être expulsée de l'amphithéâtre et Claire tenait le diplôme comme si c'était l'objet le plus précieux de l'univers. Parce que d'une certaine manière, il l'était. « Je l'ai fait », murmura-t-elle pour elle-même.
4 années de travail, de sacrifices et de nuits blanches. 4 années de nouilles instantanées et de café froid. 4 années d'examen, de dissertation et de professeurs qui semblaient déterminés à la faire abandonner. Mais elle n'avait pas abandonné. Et maintenant, elle avait un diplôme en administration des affaires, avec une spécialisation en gestion humanisée. Qu'est-ce que la gestion humanisée exactement? Demanda Robert lors du dîner de célébration. C'est une approche qui place les personnes au centre des décisions commerciales, expliqua Claire. Au lieu de traiter les employés comme des numéros, vous les traitez comme des êtres humains. Ça ressemble à du bon sens. Tu serais surpris du nombre d'entreprises qui n'ont pas de bon sens, papa. Claire trouva un emploi dans un petit cabinet de conseil. Le salaire était modeste, le bureau était exigu et le café était terrible. Mais le travail avait du sens. Elle aidait les entreprises à améliorer leurs pratiques de gestion, à écouter leurs employés, à créer des environnements où les gens voulaient être et non où ils étaient forcés de rester. « Tu es doué pour ça », lui dit un jour son patron, un monsieur nommé Arthur, qui portait des cravates drôles et avait un cœur plus grand que quiconque que Claire connaissait. « Tu as un don pour voir ce dont les entreprises ont besoin. »« Écoute simplement les gens, » répondit Claire. « En général, ils savent exactement ce qui ne va pas. Ils ont juste besoin que quelqu'un leur demande. » Les années continuèrent de passer. Daniel devint connu dans le monde de l'entreprise comme le directeur juridique le plus efficace du secteur. Il concluait des contrats avec une précision chirurgicale, résolvait les conflits avant qu'ils ne deviennent des procès et tenait le groupe Harrington à l'écart de tout problème juridique. Michael, désormais PDG, le complimentait rarement. « Tu fais ton travail » était le maximum qu'il disait. « C'est pour ça qu'on te paye ?» Daniel avait appris à ne pas s'attendre à plus que ça. Claire, quant à elle, se bâtissait une réputation différente. Elle était connue comme la consultante, qui se souciait vraiment, qui ne vendait pas de solutions génériques, mais qui écoutait chaque entreprise, chaque employé, chaque problème. À 28 ans, elle avait une liste de clients fidèles, un petit appartement mais chaleureux, et la même famille folle qui continuait d'essayer de la caser avec n'importe quel célibataire croisant leur chemin. Le fils du voisin est disponible, l'informa Margaret lors d'un déjeuner dominical. Maman, le fils du voisin est très vieux. Et alors, l'âge n'est qu'un chiffre. Un chiffre assez important dans ce cas. Tu es trop difficile. J'ai des critères. Tes critères vont te faire finir seul avec 20 chats. Ce serait une amélioration. Les chats n'essayent pas de me marier à des étrangers. Milo, qui était sur les genoux de Claire, miaula en signe d'approbation. 10 ans. 10 ans depuis cette nuit où 2 étrangers s'étaient croisés lors d'une fête qui s'était terminée dans le chaos. 10 ans sans aucun contact, aucun message, aucune rencontre fortuite dans les couloirs de la vie. Daniel pensait parfois à elle, la fille à la queue de cheval qui avait affronté des brutes pour lui, la famille qui l'avait accueillie sans poser de questions, le canapé qui avait des pouvoirs magiques et le chat blanc qui ne ronronnait que pour les étrangers. Mais ce n'étaient que des pensées passagères, des souvenirs d'une vie qui semblait appartenir à une autre personne. Claire pensait parfois à lui aussi, le garçon blessé qui faisait des blagues même quand il souffrait clairement, le regard de surprise quand sa famille l'avait traité avec gentillesse, les adieux silencieux qui n'avaient jamais inclus de nom de famille. Mais ce n'étaient que des souvenirs lointains, des histoires d'une époque où elle ne savait pas encore qui elle deviendrait. Tous deux étaient passés à autre chose. Tous deux avaient construit leur vie. Tous deux croyaient que cette nuit n'avait été qu'un épisode isolé, un croisement momentané de chemins qui ne se rejoindraient jamais. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans. Retour au 32e étage. Retour à la salle de conférence. Retour au moment exact où le monde de Michael Harrington commença à s'effondrer comme un château de cartes dans un ouragan. Les documents tremblaient dans ses mains. Ou peut-être que c'était ses mains qui tremblaient. C'était difficile à dire. « C'est une fraude », dit Michael, mais sa voix n'avait plus la conviction d'avant. « Ça doit être une fraude ». Claire resta silencieuse. Elle avait appris au fil des ans que parfois le silence était plus puissant que n'importe quel argument. Henderson, qui jusqu'à ce moment-là avait été le plus grand partisan des rires, se pencha sur la table en essayant de lire les documents. « Monsieur Harrington, qu'est-ce qui est écrit exactement là-dedans »
Michael ne répondit pas. « Monsieur Harrington, c'est le testament de mon père, » dit Daniel, réussissant enfin à voir le contenu par-dessus l'épaule de son frère. Un testament dont apparemment aucun de nous n'avait connaissance. La pièce explosa en murmures. Thompson, le directeur financier, faillit s'étouffer avec son propre souffle. Mais le testament original a été lu il y a 3 ans, quand M. Harrington, Senhyo, il s'arrêta, réalisant qu'il était sur le point de dire quelque chose d'inapproprié. Oh, quand il est décédé, compléta Claire sans émotion. Oui, mais ceci est un addenda, un codicile pour être plus précise, enregistré 6 mois plus tôt, dans un autre cabinet de notaire avec d'autres témoins. Et pourquoi diable ferait-il ça? Explosa Michael. Je suggérerais que vous lui demandiez, mais... Claire fit une pause. Quoi qu'il en soit, le document parle de lui-même. Daniel prit les papiers des mains de son frère. Michael était trop paralysé pour protester. Ses yeux parcouraient les lignes. Chaque mot semblait plus surréaliste que le précédent. Je, Edward Harrington, étant sain d'esprit, déclare que toutes mes actions dans le groupe Harrington soient transférées à Claire Elizabeth Whitman. Daniel s'arrêta de lire. Claire Elizabeth Whitman. Claire. Il leva les yeux et la regarda. La regarda vraiment pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette pièce. Les cheveux bruns, les yeux calmes, la posture ferme mais pas arrogante. Et soudain, comme la foudre frappant à travers toute une décennie, il se souvint de la fête, de la confusion, de la fille qui était apparue de nulle part et avait demandé s'il allait bien. La maison simple, la tourte au poulet, le chat blanc qui ne ronronnait que pour les étrangers. Claire, murmura-t-il si doucement qu'il fit à peine un son. Elle le regarda et pendant une seconde, juste une seconde, quelque chose passa dans ses yeux. De la reconnaissance, de la surprise et peut-être, juste peut-être, un éclair de joie. Mais elle ne dit rien. Elle fit juste un léger signe de tête, presque imperceptible. « Ça n'a pas de sens », continua Michael, apparemment inconscient de l'échange silencieux entre Claire et Daniel. « Pourquoi notre père laisserait-il l'entreprise à une parfaite inconnue ?»« Je n'étais pas une inconnue pour lui », répondit calmement Claire. « Oh non. Et qui étiez-vous exactement ?»« Quelqu'un qu'il a rencontré il y a de nombreuses années. Quelqu'un en qui il avait confiance. Confiance. Plus qu'en ses propres enfants ?» Claire ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. La réponse était dans les documents. Henderson s'éclaircit nerveusement la gorge. « Monsieur Harrington, Michael, peut-être devrions-nous appeler notre équipe juridique pour analyser. »« Je suis l'équipe juridique, » l'interrompit Daniel, tenant toujours les papiers, ou du moins une partie d'entre eux. Et ces documents semblent légitimes. Michael se tourna vers son frère comme s'il venait de commettre une trahison. « Tu es de son côté ? Je suis du côté de la vérité. Et la vérité est que cette signature est celle de notre père. Ce sceau est authentique. Ces témoins sont vérifiables. Alors, vérifie-les, appelle-les, prouve que c'est faux. »« Michael, » dit Daniel avec un calme qu'il ne ressentait pas. « Et si ce n'est pas faux ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire profita du moment pour continuer. « Il y a encore une chose, » dit-elle, sortant un autre document du dossier. « Une clause spécifique sur la structure de direction. » Michael laissa échapper un rire amer. « Bien sûr, il y en a une. Pourquoi n'y en aurait-il pas? Le testament détermine que la présidence de l'entreprise soit partagée. »« Partagée ?» répéta Henderson. « Entre qui ?» Claire regarda directement Daniel. « Entre moi en tant que propriétaire majoritaire et Daniel Harrington, en tant que représentant des valeurs que le fondateur jugeait essentielles pour l'avenir de l'entreprise. » Toute la pièce se tourna vers Daniel, qui se tourna vers Michael, qui avait l'air d'être sur le point de faire une dépression. « C'est, » commença Michael. « Fou, » suggéra Thompson. « Absurde, » ajouta Henderson. « Légal, » dit Daniel, lisant toujours le document. « C'est tout à fait légal et contraignant. » Michael fit un pas en arrière, comme s'il avait été frappé par un coup de poing invisible. « Toi », il pointa Daniel du doigt. « Tu le savais ? » ?»« Quoi ? Bien sûr que non. Tu connais cette femme ? » ?»« Je n'ai jamais, Daniel. » S'arrêta parce que, techniquement, il la connaissait, ou l'avait connue 10 ans auparavant. C'est compliqué. « Monsieur Harrington, intervint Claire, je
comprends que cela fait beaucoup à assimiler et je n'attends pas qu'une décision soit prise aujourd'hui, mais les documents sont valides. Le transfert a déjà été enregistré et à partir de demain, je prends officiellement mes fonctions de propriétaire de cette entreprise. Elle ferma le dossier. Vous avez 24 heures pour consulter vos propres avocats, vérifier l'authenticité des documents et accepter la réalité ou ne pas l'accepter. Le choix vous appartient, mais la réalité ne va pas changer. Claire se dirigea vers la porte. « Attendez !» appela Daniel. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. « Nous devons parler, dit-il. »« Je sais, mais pas ici. Pas maintenant. » Et puis elle partit, laissant derrière elle une pièce pleine de cadres sous le choc. Un PDG détrôné et un directeur juridique qui venait de découvrir que le destin avait un sens de l'humour très particulier. Michael se laissa tomber sur une chaise. « Ce n'est pas en train d'arriver, » murmura-t-il. « Cela ne peut pas arriver. » Daniel regarda la porte par laquelle Claire était sortie. 10 ans depuis cette nuit, et d'une manière ou d'une autre, de façon impossible et inexplicable, elle était revenue. Pas comme un souvenir, pas comme un fantôme du passé, mais comme la nouvelle propriétaire de tout ce qu'il connaissait. Henderson s'éclaircit la gorge. « Alors, la réunion est levée ?» Personne ne répondit, parce qu'à ce moment-là, alors que le silence dominait le 32e étage, une seule question résonnait dans l'esprit de tous. Comment exactement une femme simple, issue d'une famille ordinaire, était-elle devenue l'héritière de l'un des hommes les plus puissants d'Amérique? Et plus importante encore, qu'avait vu leur père en elle, qu'il n'avait pas vu en ses propres enfants? Michael. Harrington avait passé 37 ans à construire une forteresse d'arrogance. En exactement 45 minutes, cette forteresse s'était transformée en poussière. Et le pire, c'est qu'il n'avait même pas pu terminer sa présentation PowerPoint. 2 heures après le départ de Claire, la salle de conférence ressemblait toujours à un champ de bataille. Les cadres s'étaient peu à peu dispersés, chacun inventant des excuses plus créatives les unes que les autres. « Je dois vérifier des rapports, » dit Henderson. « J'ai un appel urgent, » murmura Thompson. « Mon chien est malade, » risqua quelqu'un au fond. « Vous n'avez même pas de chien, Phillips, » grogna Michael. « Je vais en acheter un, excusez-moi. » En quelques minutes, seuls les 2 frères restèrent. Michael était assis au bout de la table, la place qui lui avait toujours appartenu de droit. Sauf que maintenant, apparemment, ce n'était plus le cas. « Tu dois te calmer, » dit Daniel. « Me calmer ?»« Me calmer ?» Michael se leva si vite que la chaise manqua de basculer. « Une femme apparaît de nulle part, vole l'entreprise de notre famille, et tu veux que je me calme. Elle ne l'a pas volée. Papa la lui a laissée. Ce qui est encore pire. Pourquoi ferait-il ça? Pourquoi tout laisser à une étrangère au lieu de ses propres enfants? » Daniel resta silencieux. « Et toi ?» Michael le pointa du doigt. « Tu la connais, n'est-ce pas? J'ai vu la façon dont vous vous êtes regardés. Michael, ne me mens pas. »« Daniel, pas maintenant. » Daniel soupira. « Je l'ai rencontrée une fois il y a 10 ans. C'est une longue histoire. Alors raconte-moi, on a le temps. » Apparemment, je n'ai plus rien d'autre à faire de toute façon. Avant que Daniel ne puisse répondre, la porte de la pièce s'ouvrit. Patricia, l'assistante de Daniel, entra en portant une enveloppe. « Désolée d'interrompre, » dit-elle, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs sur la planète. « Mais ceci vient d'arriver du cabinet d'avocat de votre père. Apparemment, cela faisait partie des instructions du testament. Cela ne devait être remis qu'après que Mademoiselle Whitman ait présenté les documents. » Elle posa l'enveloppe sur la table et courut, pratiquement dehors. Les 2 frères regardèrent l'enveloppe comme s'il s'agissait d'un piège, sur le point de se déclencher. « Ouvre-la, » dit Michael. « Pourquoi moi? »« Parce que j'ai eu assez de surprises pour aujourd'hui. » Daniel prit l'enveloppe. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'il déchirait le sceau. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite avec l'écriture incomparable de leur père. Daniel commença à lire à voix haute. « Mes fils, si vous lisez ceci, cela signifie que Claire Whitman a enfin reçu ce qui lui appartient. Et cela signifie que vous êtes probablement confus, en colère ou les deux. Laissez-moi vous expliquer. Il y a de nombreuses années, quand Daniel était encore à l'université, j'ai reçu un appel téléphonique. Un homme nommé Robert Whitman m'a dit que sa fille avait trouvé mon fils blessé lors d'une fête, qu'elle avait tenu tête à des brutes pour le protéger et l'avait ramené chez elle où sa
famille avait pris soin de lui comme s'il était l'un des leurs. Je suis allé chercher Daniel dans cette maison, et ce que j'ai trouvé a changé ma perspective sur tout. J'ai trouvé une famille qui n'avait presque rien, mais offrait tout. J'ai trouvé des gens qui aidaient sans rien attendre en retour. J'ai trouvé une fille de 18 ans avec plus de courage et de compassion que la plupart des cadres que je connaissais. Dans les années qui ont suivi, je suis resté en contact discrètement avec la famille Whitman. J'ai suivi le parcours de Claire. Je l'ai regardé obtenir son diplôme, lutter, grandir. Je l'ai vu construire une carrière basée sur des valeurs que je n'ai honnêtement jamais réussi à enseigner à mes propres enfants. Michael, tu es brillant, mais quelque part en chemin, tu as confondu le leadership avec la domination. Tu as confondu le respect avec la peur. Tu as bâti un empire, mais tu as oublié que les empires sont faits de personnes, pas de chiffres. Daniel, tu as toujours eu le cœur à la bonne place, mais tu n'as jamais eu le courage de t'en servir. Tu t'es caché derrière ton frère. Tu l'as laissé prendre les décisions et tu t'es contenté d'être l'ombre, alors que tu aurais pu être la lumière. J'ai fait beaucoup d'erreurs en tant que père. J'ai trop poussé, j'ai trop comparé, j'ai trop exigé, et ce faisant, j'ai créé un fils arrogant et un fils résigné. Claire représente ce que cette entreprise devrait être. L'humanité, l'empathie, la force sans cruauté. Daniel représente ce que cette entreprise peut encore devenir. La justice, l'équilibre, le pont entre ce que nous sommes et ce que nous devrions être. Ensemble, ils peuvent transformer le groupe Harrington en quelque chose dont je pourrais enfin être fier. Michael, je ne te punis pas, je te libère. Tu n'as pas besoin de porter ce poids seul. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu as juste besoin d'apprendre à être humain à nouveau. Je sais que tu vas résister. Tu vas te battre. Tu vas contester. Mais au fond de toi, tu sais que j'ai raison. Parce que si j'avais laissé cette entreprise entre vos deux mains, elle aurait survécu. Mais elle n'aurait pas vécu avec de l'amour, même si je n'ai jamais été doué pour le montrer. Edward Harrington. PS Michael, arrête de crier sur les stagiaires. Ils ont peur de toi. Ce n'est pas du leadership, c'est de l'intimidation. Daniel finit de lire. Le silence qui suivit fut le plus lourd dont cette pièce ait jamais été témoin. Michael était immobile. Son visage était passé par toutes les étapes. La colère, l'incrédulité, la douleur. Maintenant, il était juste vide. Intimidation, répéta-t-il avec un rire amer. Même quand il n'est plus là, il me critique. Michael, non. Il leva la main. Ne dis rien. J'ai besoin d'un moment. Il marcha vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Tous ces gens, toutes ces vies, toutes ces histoires, et lui, au sommet d'un bâtiment qui n'était plus le sien, réalisant que peut-être il ne l'avait jamais été. Il avait raison. N'est-ce pas? Dit doucement Michael. Sur moi, sur tout. Daniel s'approcha. Il avait aussi tort sur beaucoup de choses. Il n'a jamais été le père parfait. Mais il a vu ce que je suis devenu. Et il n'a pas aimé. Michael, tu peux encore changer. Ce n'est pas la fin. Non. Michael se retourna. Ses yeux étaient rouges. J'ai perdu l'entreprise, Daniel. J'ai perdu le respect de mes employés. J'ai tout perdu. Tu n'as pas tout perdu. Tu as toujours un frère qui, malgré tout, tient à toi, même quand tu rends les choses très difficiles. Michael laissa échapper un faible rire. Je rends les choses très difficiles. Tu es littéralement la personne la plus difficile que je connaisse, et je travaille avec des avocats. C'est une insulte ou un compliment? Je suis encore en train de décider. Les deux restèrent silencieux un instant. « Alc, dit finalement Michael, tu vas accepter la présidence partagée ?» Daniel repensa à la lettre, aux mots de leur père à propos de Claire. « Je ne sais pas encore. »« C'est beaucoup. Ça l'est, acquiesça Michael. « C'est beaucoup. » Il regarda l'enveloppe sur la table. « Tu penses qu'elle savait, Claire? À propos de papa? À propos de tout ça? Je ne sais pas, mais je crois qu'on a besoin de le découvrir. » Michael hocha lentement la tête. « Alors va lui parler. Découvre ce qu'elle veut, ce qu'elle prévoit. Et toi ?» Michael regarda autour de la salle de conférence, le théâtre de tant de victoires, la scène de sa plus grande défaite. « Je vais rester ici un moment. » À réfléchir à ce que papa a dit, en essayant de décider si je reste en colère ou si... Il fit une pause. Ou si j'écoute enfin. Daniel posa sa main sur l'épaule de son frère. Il t'aimait, Michael, à sa manière tordue, mais il t'aimait, je sais. La voix de Michael se brisa.
C'est ça le problème. Il m'aimait assez pour me dire la vérité, et la vérité fait mal. Daniel quitta la pièce, laissant Michael seul avec ses pensées. Le premier jour officiel de Claire Whitman, en tant que propriétaire du groupe, Harrington commença, par elle se perdant dans son propre bâtiment 3 fois en moins d'1 heure. « Excusez-moi », elle arrêta un employé dans le couloir. « Où est le bureau du président ?» L'homme la regarda comme si elle avait demandé où était la lune. « 32e étage. Mais vous avez besoin d'une autorisation. »« Pour... Je suis la nouvelle propriétaire. » L'homme pâlit. « Oh, c'est par là. » L'ascenseur doré, pas l'argenté. L'argenté va au parking. Pourquoi? Avez-vous 2 ascenseurs de couleurs différentes? Personne ne sait. C'est la tradition. Claire soupira. Elle était là depuis 40 minutes et avait déjà découvert que les grandes entreprises fonctionnaient sur la base de traditions que personne ne remettait en question et de règles que personne ne comprenait. Quand elle atteignit enfin le 32e étage, Daniel l'attendait déjà. « Tu t'es perdu, dit-il. » Ce n'était pas une question. 3 fois. L'ascenseur argenté? L'ascenseur argenté. Tout le monde tombe dans le panneau le premier jour. C'est presque un rituel d'initiation. Vous devriez mettre des panneaux. J'ai suggéré cela il y a 5 ans. Michael a dit que les panneaux étaient pour les entreprises faibles. Claire cligna des yeux. Les panneaux sont pour les entreprises faibles. Bienvenue au groupe Harrington. La première réunion officielle fut un désastre glorieux. Claire était assise au bout de la table, sa table maintenant techniquement, et regardait les 12 cadres qui la fixaient avec un mélange de curiosité, de méfiance et d'une terreur mal dissimulée. « Bonjour, dit-elle. Je suis Claire Whitman. Vous avez probablement entendu parler de moi. » Henderson s'éclaircit la gorge. « Nous étions à la réunion hier. »« Oh oui, la réunion où vous vous êtes moqué de moi. » Le silence fut assourdissant. « Détendez-vous, continua Claire. Je ne suis pas très rancunière. » Daniel, assis à sa droite, cacha un sourire. « Alors ?» Claire ouvrit un dossier. « J'ai passé la nuit à lire les rapports financiers des 3 dernières années. Et j'ai quelques questions. » Thompson, le directeur financier, se redressa sur sa chaise. « Bien sûr, mademoiselle Whitman. Nous sommes à votre service. »« Super, première question. Pourquoi dépensez-vous 200 000 $ par an en conseil en image d'entreprise? » C'est pour maintenir l'image de l'entreprise. Et que font exactement ces consultants? Ils consultent sur l'image. Je vois. Et les résultats? Thompson ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. Ils ont fait un très joli rapport. Un rapport de 200 000 $ avec des graphiques colorés. Claire regarda Daniel. Est-ce normal? Malheureusement, oui. Deuxième question, continua. Claire, pourquoi les employés du rez-de-chaussée n'ont-ils pas accès à la cafétéria du 10e étage? Henderson fronça les sourcils. Parce que la cafétéria du 10e étage est pour les cadres et la nourriture est différente. Non, mais les chaises sont meilleures. Claire ferma les yeux un instant. Vous ségrégez les employés selon la qualité des chaises. Quand vous le dites comme ça a l'air mal. C'est parce que c'est mal. La réunion dura 3 heures. Claire remit tout en question. Les dépenses inutiles, les hiérarchies absurdes, les politiques qui existaient parce que ça avait toujours été comme ça. Les cadres partirent en ayant l'air de venir de courir un marathon. « Tu as été intense », dit Daniel après coup. Quand il ne resta plus que 2 dans la pièce, j'ai été honnête. Il y a une différence. Pour cette entreprise, c'est la même chose. Claire s'adossa à sa chaise, se massant les tempes. « Dis-moi que ça va s'améliorer. Ça le fera. Éventuellement. Peut-être, probablement pas. Tu es terrible en motivation. Je suis avocat. La motivation ne fait pas partie du cursus. » Claire rit. C'était la première fois qu'elle riait depuis qu'elle était entrée dans ce bâtiment. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit Daniel après un moment de silence. « Vas-y. Pourquoi as-tu accepté l'héritage, l'entreprise, tout ça? Tu aurais pu refuser. » Claire resta silencieuse pendant un long moment. « Ton père est venu me voir il y a 3 ans, dit-elle enfin. Il s'est présenté à mon bureau sans prévenir et m'a parlé de son plan. Et tu as accepté comme ça? Non. Je lui ai dit qu'il était fou, que je n'étais pas qualifié, que ses fils me détesteraient. Évaluation précise, admit Daniel.
Mais il a insisté. Il est revenu une semaine plus tard, et encore pendant 6 mois. Il se pointait tous les vendredis, avec du café et de nouveau. Argument. Mon père a fait ça. L'homme qui n'avait pas la patience d'attendre l'ascenseur, c'est bien lui. Claire sourit légèrement. À la fin, il m'a parlé de toi, de cette nuit, de la façon dont ce moment lui avait montré qu'il y avait des gens dans le monde qui aidaient sans rien attendre en retour. Daniel déglutit difficilement. Il a dit que l'entreprise avait besoin de quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui voit les personnes, pas les chiffres. Quelqu'un qui rappelle à tout le monde que les affaires sont faites par des êtres humains, pas des machines. Et tu as accepté à cause de ça? J'ai accepté parce qu'il m'a fait une promesse. Quelle promesse? Claire le regarda directement. Il a promis que je ne serais pas seul, que tu serais à mes côtés, qu'ensemble, nous pourrions transformer cet endroit en quelque chose de meilleur. Daniel ne savait pas quoi dire. Il parlait beaucoup de toi. Tu sais, continua Claire, il a dit que tu étais le fils qui avait le bon cœur, mais qui n'avait jamais eu l'espace pour le montrer. On dirait bien mon père. Des compliments déguisés en critiques, ou des critiques déguisées en compliments. Ça dépend de l'angle. Les deux restèrent silencieux un instant. Alors, dit finalement Daniel, est-ce qu'on fait vraiment ça, la présidence partagée? La transformation de l'entreprise, toute cette folie? On dirait bien. Tu sais que ça va être dur, n'est-ce pas? Les gens ne changent pas facilement. Les entreprises encore moins. Je sais, Claire sourit, mais j'ai affronté des brutes pour sauver un étranger il y a 10 ans. Je crois que je peux gérer quelques cadres qui ont peur du changement. Daniel rit. Tu ne me laisseras jamais oublier cette nuit, n'est-ce pas? Jamais, c'est mon atout. C'est assez. Ils se regardèrent un instant. Il y avait quelque chose là. Une connexion qui transcendait les affaires et les testaments. Une histoire qui avait commencé 10 ans plus tôt et qui, apparemment, ne s'était pas encore terminée. « Claire » dit Daniel avec une expression étrange sur le visage. « Oui, je ne t'ai jamais correctement remercié pour cette nuit, pour tout ce que tu as fait. Tu m'as remercié à l'époque. Non, j'ai dit merci, mais je ne t'ai jamais montré à quel point ça comptait. » Claire sentit son visage se réchauffer légèrement. « Eh bien, dit-elle, essayant de garder un ton léger, tu as tout ton temps maintenant. Nous allons travailler ensemble, pendant un bon moment. » « C'est vrai, sourit Daniel. « Et en parlant de travailler ensemble, as-tu des plans pour le déjeuner? » « Ça dépend. La cafétéria des cadres est-elle toujours ségrégée par les chaises? »« Officiellement jusqu'à ce que tu la changes. »« Alors allons déjeuner à la cafétéria du rez-de-chaussée avec les vrais employés. »« Tu veux vraiment faire un scandale le premier jour ?» dit Daniel. Claire se leva, attrapant son dossier. « Daniel, je suis entré dans cette entreprise. J'ai affronté ton frère et j'ai découvert que vous dépensez $200 pour des rapports avec des graphiques colorés. Déjeuner au rez-de-chaussée. Et le moindre des scandales. » Elle se dirigea vers la porte. « Tu viens ou pas ?» Daniel se leva, souriant. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Et alors que les deux marchaient, ensemble dans le couloir, dépassant des employés qui murmuraient et pointèrent du doigt, quelque chose de nouveau commençait à grandir. Quelque chose qui, si tout se passait bien, allait changer non seulement une entreprise, mais 2 vies que le destin s'obstinait à entremêler. 3 mois plus tard, le groupe Harrington était une entreprise méconnaissable, et Claire Whitman avait pris une décision que personne n'attendait. « Tu veux faire quoi ?» Daniel faillit lâcher son café. « Te transférer la présidence exécutive. » « Claire, ce n'est pas nécessaire. » Il était dans le bureau qu'ils partageaient depuis des mois, le même bureau où ils avaient débattu des stratégies, ri de situations absurdes et, sans s'en rendre compte, bâti quelque chose de bien plus grand qu'un partenariat professionnel. « Laisse-moi t'expliquer, » dit Claire, s'asseyant sur le bord du bureau. « Ton père m'a donné cette entreprise pour une raison. Il voulait quelqu'un pour apporter de l'humanité ici, et je l'ai fait. Mais il voulait aussi autre chose. »« Quoi ? Que tu sortes enfin de l'ombre. » Daniel garda le silence. « Ces 3 derniers mois, » continua Claire, « tu es sorti de l'ombre de Michael, mais tu es entré dans la mienne. Tout le monde me voit comme la dirigeante, la propriétaire, la révolutionnaire, et tu restes à mes côtés pour me soutenir exactement, comme tu l'as fait avec ton frère. Ce n'est pas vrai,
Si, ça l'est, et nous le savons tous les deux. Daniel ouvrit la bouche pour protester, mais s'arrêta parce qu'elle avait raison. Comme toujours, ton père ne m'a pas choisi pour diriger cette entreprise pour toujours, dit doucement Claire. Il m'a choisi pour la préparer pour toi, Claire. J'ai lu sa lettre environ 50 fois. Daniel, et j'ai enfin compris. Il a dit que tu étais le pont entre ce que nous sommes et ce que nous devrions être. Les ponts ne restent pas cachés. Les ponts soutiennent tout. Daniel sentit une boule dans sa gorge. Et toi, que serais-tu? Claire sourit. Je serais ta partenaire, ta conseillère. La personne qui te rappelle chaque jour que le leadership n'est pas une question de pouvoir, mais de personne. Elle fit une pause. Et peut-être que si tu ne gâches pas tout, quelque chose de plus. Quelque chose de plus? Ne t'emballe pas trop. Je suis encore en train de décider. Daniel rit, mais ses yeux brillaient. Es-tu sûr de ça? Absolument. Cette entreprise a besoin d'un Harrington aux commandes. Un vrai Harrington. Un qui comprend que l'héritage de leur père n'était pas une question d'argent ou de pouvoir. C'était de faire ce qui est juste. Et ce Harrington, c'est moi. Non, c'est Michael. Claire retint son rire pendant 2 secondes. Bien sûr que c'est toi, idiot. L'assemblée extraordinaire eut lieu 1 semaine plus tard. Les actionnaires, les cadres et les employés remplissaient l'amphithéâtre principal. Des rumeurs avaient circulé dans tout le bâtiment. Certains disaient que Claire allait vendre l'entreprise. D'autres pariaient sur une fusion. Henderson avait une théorie impliquant des extraterrestres, que personne ne prenait au sérieux. Claire monta sur scène la première. « Bonjour à tous. Je sais que vous êtes curieux, alors je vais être direct. Ça, ce serait une première, » murmura quelqu'un au fond. J'ai entendu ça, Henderson. Des rires nerveux parcoururent l'auditorium. Il y a 3 mois, je suis entré dans cette entreprise en tant que propriétaire, une inconnue que personne ne connaissait, avec un dossier de documents et beaucoup d'entêtements. Vous vous êtes moqué de moi. Elle regarda directement Henderson. Certains plus que d'autres. Henderson s'enfonça dans son siège. Mais au cours de ces 3 mois, quelque chose d'incroyable s'est produit. Cette entreprise a changé. Vous avez changé. Et j'ai appris une leçon importante sur le leadership. Elle fit une pause. Le leadership, ce n'est pas d'être au sommet. C'est de placer les bonnes personnes aux bons endroits. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais. Claire se tourna vers le côté de la scène. « Daniel, peux-tu monter ici ?» Daniel monta, visiblement nerveux. Il n'avait jamais aimé être sous les projecteurs, mais Claire lui tint brièvement la main. Et cela suffit. « À partir d'aujourd'hui, » annonça Claire, « Daniel Harrington prend la relève, en tant que PDG du groupe Harrington. Je resterai en tant que vice-présidente et consultante stratégique. » Le silence dura 3 secondes. Puis l'auditorium explosa. Des applaudissements, des murmures, quelques larmes. Patricia, l'assistante de Daniel, sanglotait ouvertement au 3e rang. « C'est inattendu, » dit Thompson à personne en particulier. « C'est juste, » répondit Henderson, se surprenant lui-même. Daniel prit le micro, les mains tremblant légèrement. « Je n'ai pas préparé de discours, » admit-il. « Honnêtement, je n'ai appris ça qu'il y a 1 semaine, et je suis encore en train d'assimiler. » Des rires doux. « Mais je sais une chose. Mon père a bâti cette entreprise à partir de rien. Mon frère l'a transformée en empire. » Et Claire, il la regarda. « Claire nous a montré que les empires ne signifient rien si nous ne prenons pas soin des gens à l'intérieur. » Il prit une grande inspiration. « J'ai passé toute ma vie dans l'ombre. D'abord celle de mes frères, puis à essayer de prouver ma valeur à un père qui ne semblait jamais satisfait. Mais aujourd'hui, je comprends ce qu'il voulait vraiment. Il voulait que je dirige. Pas avec arrogance comme l'a fait Michael. Pas avec peur comme je l'ai fait, mais avec équilibre, avec justice, avec humanité. Je ne sais pas si je réussirai, mais avec Claire à mes côtés, et avec vous tous, je vais essayer chaque jour. » Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. De l'autre côté de la ville, Michael Harrington faisait ses valises. Il avait regardé l'assemblée par visioconférence. Il avait vu son frère monter sur scène, prendre les commandes et devenir enfin le leader qu'il aurait toujours dû être. Et pour la première fois depuis des années, Michael se sentit fier, pas de lui-même, mais de son frère. « Où allez-vous » demanda Patricia en l'aidant à fermer une valise particulièrement récalcitrante. « En Italie d'abord. Et ensuite, qui sait? Le monde est grand et l'entreprise
Michael sourit. Un sourire différent, moins arrogant, plus léger. L'entreprise est entre de bonnes mains. Il regarda par la fenêtre. Mon père disait dans la lettre qu'il me libérait. Je n'avais pas compris sur le moment. Je pensais que c'était une punition. Et maintenant? Maintenant, je comprends. Il m'a libéré du poids d'être quelqu'un que je n'étais pas, et il a libéré Daniel pour être celui qu'il a toujours été. Michael attrapa un stylo et écrivit un mot rapide. « Daniel, j'ai regardé l'assemblée. Tu as été meilleur que je ne l'ai jamais été. Papa avait raison sur toi, sur Claire, sur tout. Prends soin de l'entreprise, prends soin d'elle, et pour la première fois de ta vie, prends aussi soin de toi. Ton frère Michael. PS, si tu gâches tout, je reviens. Et tu sais que je suis insupportable quand j'ai raison. 6 mois plus tard, par un après-midi d'automne à Central Park. Daniel et Claire se promenaient main dans la main. Les feuilles tombaient autour d'eux comme des confettis dorés. Le soleil peignait le ciel d'orange et de rose. Et après tant de mois passés ensemble, le silence entre eux était aussi confortable qu'une étreinte. « Claire, oui ?» Daniel s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. « J'ai trouvé un appartement. »« Oh, vraiment ?» Claire sourit. « Et pourquoi tu me dis ça avec un visage aussi sérieux ?»« Parce que je veux que tu vives avec moi. » Claire resta silencieuse un instant. « Tu me demandes d'emménager ensemble ?»« Oui. » Daniel lui prit les mains. « Je sais qu'on est ensemble depuis peu de temps, mais en même temps, on est ensemble depuis 10 ans. Depuis cette nuit, depuis que tu as décidé de sauver un étranger sans rien attendre en retour. Daniel, je t'aime, Claire, et je veux me réveiller à tes côtés tous les jours. Je veux prendre le petit déjeuner avec toi. Je veux me disputer pour savoir qui a oublié d'acheter du lait. Je veux construire une vie avec toi, une vraie vie. » Claire sentit ses yeux brûler. « Tu veux te disputer pour du lait ?» Entre autres choses. Elle rit, des larmes coulant sur son visage. « Oui, 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 je veux vivre avec toi. Oui, je veux me réveiller à tes côtés. Et oui, ce sera probablement toi qui oublieras d'acheter le lait. » Daniel l'attira dans un baiser, doux, familier, plein de promesses. « Alors, dit-il lorsqu'ils se séparèrent, on rentre à la maison ? Rentrons à la maison. » Ils marchèrent ensemble alors que le soleil se couchait sur Manhattan. Et le mariage, bien sûr, Claire a dit oui. Un an plus tard, lors d'une cérémonie simple dans le jardin de la famille Whitman, avec Margaret pleurant au premier rang. Robert faisant semblant d'avoir quelque chose dans l'œil, et Milo observant le tout avec son habituel air de supériorité féline. Michael revint d'Europe, spécialement pour être le témoin. Il était bronzé, plus léger, et riait sincèrement pour la première fois depuis des années. Lorsque Daniel trébucha sur ses propres mots pendant les vœux, « Certaines choses ne changent jamais », murmura-t-il à Patricia, qui était assise à côté de lui, « et d'autres changent complètement », répondit-elle en regardant les jeunes mariés. Cette nuit-là, alors que les invités dansaient et célébraient, Claire regarda autour d'elle ses parents, qui lui avaient appris la valeur de la gentillesse. Michael, qui avait appris que perdre signifie parfois gagner. Daniel, son mari, qui avait enfin trouvé sa place dans le monde. 3 destins complètement transformés par un homme en costume cravate, qui, de nombreuses années auparavant, avait frappé à la porte d'une maison simple pour chercher son fils et avait trouvé bien plus que ce qu'il espérait. Edward Harrington n'a jamais pu voir le résultat de son plan, mais d'une certaine manière, Claire savait qu'il regardait et que, pour la première fois, il était fier de tout le monde. Parfois, le destin place des personnes sur notre chemin, non pas par hasard, mais pour nous rappeler que la véritable grandeur ne réside pas dans le pouvoir que nous conquérons, mais dans le cœur que nous offrons, et que les gestes les plus simples peuvent transformer des vies entières. Si vous avez ressenti cela aussi, laissez dans les commentaires la note que vous donneriez à cette histoire. Et si vous croyez que tout le monde a besoin de quelqu'un qui voit le meilleur en nous, abonnez-vous à la chaîne.
呼吸。我讲我听，大路诶，去到，那出口就往上。家超百科地卡上山。一堆的，没有对，一堆人啊，一堆人可以闻芳香。然后还可以配那个马尾甩绕，我操，那个会很爽。被马尾甩到脸。那河滨公园要怎么走？河边走。往滨丽走，然后那个滨丽，好，试试看。早安，主持人工程师早安，摇炸摇炸。这边出去右手，右右。滨丽，看到滨丽，在左手。对啊，我知道很远，就这样一路走过去。美丽华走过去了，近一点。真的这样，美丽华走过去就是走路啊。把那个打开。你们的待会就上去随便点
大概有看一下而已，然后记不住了。